Quand je te dis fracture du mental, je pense que c'est vraiment le terme. J'ai mis 1 semaine à m'en remettre. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est simple, j'ai fait 1500 bornes. Donc voilà, je suis parti aux États-Unis avec 1500 bornes dans les jambes. Je pense que ma peur, elle était là, elle était vraiment ici. C'est que j'avais pas le niveau. Et là, c'est la première fois en fait que je suis arrivé sur un truc où j'étais pas prêt physiquement et mentalement. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh ben écoute, bienvenue Benoît pour la deuxième fois au micro des Frappés. Je suis super content de te recevoir. 4 ans, plus de 4 ans après ton premier passage sur le podcast. Vraiment ravi Benoît que tu reviennes pour nous partager tes dernières aventures et en l'occurrence une énorme réalisation que tu viens de faire aux US. Donc Ouais. bienvenue à nouveau Benoît. Ouais, merci à toi Loïc de me recevoir, ça c'est toujours cool. Un peu plus de 4 ans maintenant déjà. Yes. Déjà ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe. S'il y en a qui n'avaient pas eu l'occasion à l'époque d'écouter l'épisode de Benoît, le lien est en description. On avait parlé de plein de choses à l'époque, de tes débuts tes nombreuses années passées dans les bassins, à compter les carreaux en natation, ton passage vers le monde du vélo, du triathlon, puis ton arrivée sur on va dire c'est quoi le terme que tu avais utilisé à l'époque, un état d'esprit du cyclisme, en tout cas une approche du cyclisme un peu différente, puisque on avait beaucoup parlé de fixie, pignon fixe. Ouais, exactement. Ouais. Je me rappelle, d'ailleurs c'est marrant parce que je parle souvent de toi et de ton épisode en fait, qui m'avait pas mal marqué sur plusieurs anecdotes. Mais je me rappelle en l'occurrence, si j'ai bonne mémoire, c'était ta première participation à ta première Race Cross France 300 km. Ouais. Où tu avais pris le départ en fixie. Et l'anecdote que tu avais partagée à ce moment-là, c'est que sur la ligne de départ, il y avait pas mal de commentaires des gens à côté de toi qui en gros te disaient qu'est-ce que tu fais là, espèce de guignol en fixie, et des gens que t'as doublé sur l'ascension du Ventoux et à qui t'as fait fermer le bec puisque t'as gagné cette course en fait. Ouais, voilà. ouais, exactement. Ouais, à la base c'était un défi qu'on m'avait lancé et puis au final ça a été le début d'une belle aventure en pignon fixe quoi. Ouais. Voilà. Yes, Ouais. avec plein d'autres choses derrière. Je me rappelle, on avait aussi parlé de tes courses d'ultra sur des Biking Man, notamment, où t'expliquais que t'étais parti, globalement, que tu partais sur ces courses assez peu équipées et que tu dormais quasiment avec rien sur le bas-côté de la route. T'avais enchaîné avec, je crois que c'était un autre Biking Man où t'avais roulé par quasiment 50 degrés. Ouais. Alors, c'était pas un Biking Man, ça, c'était une autre organisation, mais Ok. entre Madrid et Barcelone, c'était C'est l'organisation Pedalma. Magnifique organisation au passage. C'était un 700 km qui rallie Madrid à Barcelone, en passant par un grand désert. Et ouais, ce week-end-là, ils avaient eu des records de température, on avait eu record de canicule. J'avais eu, je crois, un peu plus de 50 degrés au compteur, 48 degrés. Enfin, ça a été une belle course et Ouais. j'en garde un super bon souvenir et j'ai toujours dit que j'y retournerai et voilà, malheureusement, on peut pas être partout, on peut pas tout faire mais très très belle organisation. Ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des anecdotes, des partages comme ça qui marquent. J'ai souvenir d'une story que tu avais partagée, je sais pas si tu t'en rappelles, où tu roulais du coup sur cette course, il devait être 10h, 11h du mat. T'as le maillot ouvert et on t'entend dire, tu filmes ton compteur. Enfin, je sais plus si t'avais
la température sur le compteur, ou en tout cas, tu Ouais, t'expliques qu'il fait 48 degrés. Ouais, je me souviens très bien. Ouais. Et t'es là à dire, allez, voilà, 48, on roule capot ouvert. Ouais, exactement, c'est exactement les termes que j'avais employés. Ouais, Capot ouvert, capot ouais, ouvert. Ouais, c'était assez ouais, énorme. c'était sauf qui peut cette course. C'était vraiment, c'était une première fois que je roulais. Pourtant, j'adore le show, mais là, c'était vraiment extrême. Et je me souviendrai aussi toujours. Je m'étais arrêté au milieu au milieu de la route. Là, il y avait un champ où ils étaient en train d'arroser, et j'étais au milieu du champ, en train d'attendre les jets d'eau et tout. C'était incroyable. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça. Ouais. Voilà, donc en tout cas, une pratique passionnée et franchement, pour quelqu'un qui fait un tout petit peu de vélo comme moi, qui est méga intéressante parce que tu vois, ça fait réfléchir à une pratique un peu différente du vélo, le fixie. Enfin, encore une fois, je parle souvent de ton épisode quand j'explique ce que c'est que les frappés. Tu vois, c'est une pratique, ça interpelle, quoi. Un gars qui se présente sur une course, un 300 bornes en fixie. J'ai déjà vu plein de fois des stories, des posts sur ton compte où tu vas rouler au Mont Ventoux, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, voilà, t'es là-haut. Ce que je trouve méga intéressant. Et pour introduire du coup peut-être cet épisode, il y a pas longtemps, ta pratique a encore un peu évolué et t'es passé sur un nouveau type de vélo, les vélos cargo. Ouais. Et alors, encore une fois, je suis pas dans le milieu comme toi, mais moi, j'avais jamais vu, mais je suis un peu, tu vois, Ultra Talks, j'ai vu Ouais, Stella ouais, Meyer ouais, ouais. plusieurs fois, enfin voilà. J'ai jamais vu de pratiquants d'ultra, enfin, qui mêlent l'ultracyclisme et les vélos cargo. Donc, je sais pas si tu es en train de créer un truc ou si ça existe déjà, c'est un peu niche et juste le grand public le voit pas. Ouais, Mais ouais, non, c'est marrant que tu rebondisses un peu là-dessus parce que, alors, j'ai pas tourné la page du pignon fixe, pardon. ouais, J'ai ralenti. Je vais pas te mentir, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, voilà, par la suite. Le fixie, je suis très content en fait d'avoir pu. Alors, je vais pas dire il y a que moi, mais je pense être en grande majeure partie le mec qui a un peu ramené le fixie ces dernières années en France. ouais. En tout cas, pour une pratique autre que coursier à Paris ou ce Ouais, genre de truc. carrément, Ouais. carrément. Et je dis pas que j'ai banalisé le fait de rouler, d'aller faire, parce qu'avant c'était que des mecs qui se déplaçaient, voilà, des coursiers, ou alors des mecs pour se déplacer en ville, pour aller au bahut ou au taf, voilà. Et voilà, ces dernières années, moi, j'ai vraiment mis l'accent sur rouler tous les jours avec, sur faire mes sorties, mes entraînements, voilà. C'est devenu banal et en fait, j'ai remis beaucoup de gens, ou alors j'ai fait découvrir aussi à beaucoup de personnes qui restaient en fait avec leur pignon fixe en ville et voilà, qui se sont mis à rouler, qui se sont mis à aller vadrouiller à droite à gauche, à faire des sorties de 50, 60, 100 bornes et puis 200 bornes et puis voilà, moi j'ai aussi une petite communauté à qui j'ai un peu ouvert des portes, fait un peu rêver également, ou des gens tout simplement, voilà, maintenant je sors, je fais 50 km avec mon vélo et c'est génial. Non, c'est cool, c'est cool. Mais du coup, tu disais, tu vois, typiquement, moi, je te cache pas que quand on avait enregistré à l'époque, j'habitais encore en Suisse et Mmh. dans une ville qui est méga plate, enfin qui est Bâle, Ouais, et ouais, j'avais balle, ouais. mon fixie, tu vois, pour aller au taf. Mmh. Mais j'avoue que ça me serait jamais venu à l'idée et je faisais déjà un peu de triathlon, etc. Mais jamais je me serais dit, vas-y, je vais me faire un entraînement en fixie. Donc, tu vois, typiquement ton partage, c'est vrai que moi, ça m'avait un peu fait réfléchir. Et même depuis que je suis à Aix-en-Provence, j'ai rencontré des gars qui ont des ateliers de vélo, etc. Sur Aix, et je me dis, putain, mais j'avoue que c'est tentant quand même, tu vois. Ouais, J'ai ouais, pas ouais. encore passé le cap, mais c'est vrai que ton témoignage, c'est exactement ce que tu dis. En tout cas, ça m'a fait réfléchir sur ma pratique du vélo et me dire que il y a pas qu'une façon de le faire et peut-être qu'un jour j'irai sur le fixie pour tester un peu, voilà, et me frotter de loin quand même à des trucs comme tu fais toi. Ouais, ouais, bien sûr, non, voilà, sans rentrer dans l'abus, mais tu vois, là, je suis rentré d'une belle aventure, et hier, voilà, moi, j'habite maintenant au départ des Gorges de la Nesque. Vraiment, quand je te dis au départ, c'est le départ. J'habite à 200 mètres du début des Gorges. Et voilà, hier, j'ai fait un aller-retour, donc 17 bandes de faux plat montant, 17 bandes de descente. Purée, quel kiff de rouler, voilà, de rouler ce vélo. Alors, j'ai pas mal ralenti suite à voilà pas mal de changements dans ma vie, que ce soit personnel et professionnel. Donc voilà, j'ai mis un peu, j'ai d'autres, voilà, on va dire que
comme t'as dit, j'ai un peu, j'ai une nouvelle pratique. Alors, si on peut appeler ça une pratique, parce que ça reste toujours du vélo, avec un vélo encore atypique. Mais voilà, j'ai aussi un état d'esprit qui a également changé. Ouais. Ouais. Les gorges de la Nesque, s'il y en a à qui ça parle pas, qui sont pas du sud, c'est globalement au pied du Ventoux. Ouais. Voilà. Très très beau coin pour aller rouler. Benoît, ce qui m'a poussé à te contacter pour qu'on échange, c'est que, je le disais en intro vite fait, tu reviens d'une énorme aventure de plus de 40 jours, 42 jours exactement, si je dis pas de bêtises. 43 même, ouais. 43 jours, ouais. 43 jours aux États-Unis. Et tu as décidé, alors, j'espère que j'ai pas raté un truc en préparant l'épisode, mais si j'ai bien compris, c'était un rêve d'enfant de faire cette traversée ouest-est aux US. Ouais. Simplement, alors voilà, j'ai déjà eu des invités qui ont fait, tu vois, la Race Across America où c'est 12, 13 jours, je crois, ce genre de choses. C'est ça, ouais. Toi, tu as une approche, vu la durée, j'imagine, un peu différente, peut-être plus sur la découverte et, ouais, carrément. et l'exploration. Donc, tu vas nous parler de ça. Mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tu l'as fait un peu différemment. Tu l'as fait à vélo cargo. Ouais. Alors déjà, ma première question, c'est pourquoi le vélo cargo? Parce que j'avais déjà vu que tu étais passé sur le vélo cargo avant de partir faire ce truc aux US. Ouais. Comment t'es arrivé là-dessus? Et est-ce que c'est des vélos cargo fixis ou pas du tout? Non, alors pas du tout. Bien sûr, c'est possible. Ouais, tout est possible. D'ailleurs, à chaque fois, j'ai plein de messages. Ouais, passe-le en fixie. Ouais. Bon, voilà. Non, alors pourquoi? Ouais, ça fait maintenant 3 années que je roule avec les vélos cargo. Donc le premier que j'avais acheté était un Bullitt. J'ai été allé chercher à Lyon, à Fans-la-Bise. Voilà, petite bise à cette belle boutique au passage. D'ailleurs, j'étais monté en pignon fixe à Lyon, donc 250 bornes, et j'étais redescendu en cargo avec le fixie sur le plateau devant. Incroyable. Voilà. Mais ouais, voilà, j'ai pas découvert parce que c'est des vélos que moi je connais depuis très longtemps, mais que j'avais jamais roulé. Et ben voilà, faut jamais que je fasse trop comme tout le monde, donc j'aime bien un peu me démarquer aussi. Voilà, c'est pas pour se vanter ou pour frimer ou quoi que ce soit. Enfin, entre guillemets, j'ai plus trop grand chose à prouver, donc voilà, c'est plus un vélo que j'aime beaucoup esthétiquement, qui est voilà, ça a de la gueule, c'est assez sympa et c'est surtout très confortable. Voilà, en fait, le gros point il est là. Mon vélo cargo est super confort. J'ai fait un montage, donc je me suis fait plaisir, bien entendu. Je mets toujours des belles pièces. Voilà, faut que ça reste de la belle mécanique, bien sûr. Mais voilà, je trouve le vélo cargo aussi très pratique. Donc là, pour partir aux États-Unis, donc j'avais fait en fait, tout simplement un sac que je viens mettre sur le plateau devant. Donc voilà, où j'avais au final pas grand chose parce que je suis parti relativement light quand même. Mais voilà, tout ce qui est habits, que ce soit pour la pluie, que ce soit pour la neige, que ce soit pour le très chaud, le très froid. Tout ce qui était bivouac, j'avais mis un petit rack derrière, voilà, avec 2 sacoches, donc c'était quand même vraiment pratique. En fait, c'est le côté surtout pratique. Je suis pas là à chercher 4, 5 sacoches, je sais plus où j'ai mis. Non, c'est soit j'ai mon sac devant où j'ai pas grand chose, et puis derrière, en fait, c'est juste mes affaires de bivouac sur le rack. Donc au final, c'est très rapide à savoir où je mets mes choses. Donc voilà, c'est plus pour ça, et voilà, une fois de plus, l'esthétique de ce vélo que j'aime beaucoup. Voilà. Ok, donc le fait que ça ait de la gueule et le confort, finalement. Exactement, ouais. Parce que honnêtement, j'aurais pris un vélo route classique. Enfin, quand je dis classique, c'est un vélo route, on va dire. J'aurais mis mes sacoches dessus, 2 devant, 2 derrière. Voilà. J'en aurais moins chié sur beaucoup de parties. Parce que voilà, le vélo cargo, ça reste un vélo avec une petite roue devant, 20 pouces. Donc ça reste beaucoup plus lourd qu'un vélo classique. Enfin voilà, moi j'ai un vélo cargo à vide, c'est 19 kilos. Et okay. ouais, donc contre un vélo, allez, on prend une randonneuse, allez, à 13 kilos, mais bon, ça fait déjà 6-7 kilos de moins quand même. Donc bon, voilà, c'est pas que je me tire une balle dans le pied une fois de plus, voilà. Et puis une fois de plus, j'ai quand même aussi un peu changé d'état d'esprit, donc voilà, c'est
aller vite, c'est une chose, mais c'était pas le but de l'aventure. Ouais. Alors justement, c'était quoi ce projet, ce rêve d'enfant que tu avais en tête avec les États-Unis en particulier? Ouais, ça fait ouais vraiment 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 des années hein, que j'y pense à ce voyage. Après c'est toujours pareil, hein, un voyage c'est il faut du temps, il faut de l'argent évidemment. Ouais. Voilà, il faut des moyens quand même pour partir. C'est pas aussi simple que ça. Euh, Ce rêve c'était ouais, quelque chose alors que je l'ai depuis vraiment très 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 longtemps, on va dire une quinzaine d'années. Et puis ben voilà, il y a une quinzaine d'années, moi j'avais 17-18 ans, donc c'est vraiment pas simple. J'étais dans une autre période de ma vie où j'étais sportif de haut niveau, donc c'est clairement pas le moment de faire ça. Et on va dire qu'avec les années, avec l'expérience de mes courses en ultra distance, voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait quasiment 5 ans de course d'ultra, enfin d'ultra distance à vélo, et d'autant plus que en pignon fixe. Voilà, là j'ai eu l'opportunité de d'y aller. Alors ça s'est fait du jour au lendemain, clairement. Ah ouais, sérieux? Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est simple. Je suis parti le 11 janvier. J'ai pris l'avion de Marseille. J'ai pris mes billets. On était aux alentours du 17 décembre à peu près. 17-20 décembre. Voilà, Wow. ça s'est fait 3 semaines avant. Ouais, 3 semaines avant. Et alors ça me cogitait parce que j'avais fini de bosser. Moi là, je bosse en saisonnier. On y reviendra après. J'étais en train de tourner en rond et plus ou moins j'avais cette idée parce que je savais que j'avais du temps et que j'avais de l'argent cette fois-ci. Donc, que en fait, je pouvais partir. Là, il y a pas grand-chose qui me freinait. Mais je pense que j'avais un peu peur, voilà, un peu peur de partir parce que, ben, mine de rien, on est sur un gros voyage, sur une grosse aventure, hein, on parle des États-Unis, ça reste, ouais, maintenant que j'y suis allé, voilà, j'ai plus le même discours, mais c'est un pays énorme, c'est tellement long, tellement grand, tellement tout en fait que ouais, ça faisait peut-être un peu peur, on va dire. Ouais. Du coup, ce que tu avais en tête, c'était déjà à la base de faire cette traversée. Ça avait enfin, la symbolique pour toi, elle était aussi là-dedans de faire tu vois, côte ouest, côte est. Ouais, carrément. Après, c'est pas mon trajet de rêve, on va dire, avec l'Utah, avec tout ce qui est Yosemite, voilà, tous les parcs naturels. Ça, c'est vraiment mon tracé de rêve avec tout ce qui est montagne et tout, et vraiment des paysages incroyables, la route 66, monument de vallée, voilà, etc., etc. Le truc qu'il y a, c'est que à cette période, c'est un peu compliqué. C'est un peu qui tout double. C'est soit tu as des conditions plutôt correctes, donc c'est pas non plus des grosses chaleurs, soit tu peux prendre très très cher très rapidement. Donc c'est-à-dire pluie, froid, neige, verglas. Donc voilà, j'ai joué un peu la carte de la sagesse et je suis resté vraiment plus au sud. Et voilà, on a sauvé les meubles et c'était parfait. Du coup, comment t'as fait pour le vélo? Tu l'as emmené avec toi? T'as trouvé un partenaire sur place? Non, du tout. Voilà, je me suis pas embêté. Un carton, j'ai démonté tout le vélo. Ah ouais. Au final, c'est guère plus long qu'un vélo classique. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que en démontant tout, enfin tout, mes deux roues et mon rack à l'avant, en fait, il rentre dans un carton classique de vélo normal. J'ai juste à faire une petite prolongation d'une trentaine de centimètres devant, voilà, parce que j'ai mon cadre et ma fourche qui sont un peu plus longs, mais voilà, ça n'empêche pas de voyager avec. Ok, D'ailleurs, j'avais fait le Maroc également l'année dernière. J'étais parti en avion, voilà, ça pose pas de souci. ok, ok. Ok, et par curiosité, donc tu disais devant, tu as une roue de 20 pouces. C'est quoi le reste de l'équipement? Tu as quoi comme groupe Là-dessus, il est monté quand même avec des pièces relativement très propres. Donc, j'ai un ensemble Thomson devant pour la potence et le guidon. J'ai une tige de selle de chez Deda en carbone. Après, j'ai un groupe AXS SRAM monoplateau dessus. Ok, Donc voilà, non, c'est un beau vélo. Et puis voilà, ma roue de 20 pouces, c'est une roue de BMX Race. Donc ok, ouais, c'est une belle roue. Devant, j'ai un beau moyeu dynamo de chez Son. Et puis derrière, j'ai une roue Duke avec un beau moyeu Chris King. Enfin voilà, c'est vraiment un beau montage comme je fais à chaque fois. Voilà, je me fais plaisir dans le matériel.
je suis dans le milieu, donc j'ai le gros avantage d'avoir des pièces pas chères, voire même des pièces qui me sont données, qui me sont sponsorisées. Donc non, Ouais. c'est vraiment cool. Ouais, bah, t'as raison, autant se faire plaisir du Ouais, coup ouais, ouais. surtout pour un projet comme ça. Et dernière petite question du coup, un poil technique. Tu parlais de confort. T'as fait le choix d'avoir quoi comme cintre? Bah là, du coup, c'est un cintre plat. Voilà, j'ai Cintre plat, hein. un Ok. cintre plat en carbone et très important. Bah, alors déjà, c'est de partir avec des poignées neuves parce que voilà, pas des poignées qui sont rincées parce que tu peux très rapidement avoir mal aux mains, d'enchaîner les journées. Et j'ai également fait le choix de mettre des prolongateurs parce que ben Ouais. voilà, on a des lignes droites là-bas, alors à perte de vue, notamment une qui me restera gravée à vie. Euh, Quand j'ai tracé la route le soir et que je vois à un moment donné une ligne droite, je dis mais attends là il y a un truc, c'est pas possible. Il me l'a calculé en mode vol d'oiseau Ouais. non en fait j'avais un désert de 215 kilomètres exactement et on était au troisième jour et là je vois ça, je fais oh putain T'as eu et 215 bornes de ligne droite? 213 kilomètres exactement. Ouais, ouais, ouais. Les deux derniers, je rentrais dans la ville, donc il y avait un peu de virage, mais ouais, incroyable, incroyable. Mais ouais, on y reviendra peut-être plus tard, mais au final, les lignes droites, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus, très clairement. Ouais. Ok. Ok, donc un vélo bien équipé. Donc au final, t'es parti avec. C'était quoi un peu avant de prendre le départ tu disais qu'il y avait peut-être un peu de peur qui te retenait avant que finalement tu prennes tes billets au dernier moment. C'était quoi t'as parlé de la taille du pays, etc. C'était quoi? C'était la logistique qui était un peu impressionnante. C'était la Non, météo. parce que la logistique, c'est jamais compliqué quand tu pars, hein, parce que tu pars avec tout. Ouais. Alors, enfin, voilà, en arrivant, il y a eu un petit couac et tout, parce que ben, mon vélo est arrivé. Mais donc moi, je suis arrivé le 11 janvier. J'avais prévu enfin, de commencer l'aventure le 12. Le truc qu'il y a eu, c'est qu'en arrivant le 11 janvier à midi, que mon vélo est arrivé. Donc déjà, ça commençait mal parce que ben, du coup, il manquait tout mon sac avec tous mes affaires, enfin mes habits et compagnie et compagnie. Et là, on parle de logistique un peu galère, hein. Alors normalement, ça arrive pas, mais là, par exemple, moi, mon carton de vélo, donc j'avais démonté mes pédales, j'avais démonté mon dérailleur, j'avais démonté ma chaîne, voilà, pour pas que ça abîme, que ça frotte sur le vélo, etc., etc. Sauf que là, tu vois, par exemple, j'étais à 12 kilomètres de l'hôtel que j'avais réservé. Et du coup, bah, tu sors de l'avion, tu montes ton vélo, tu mets ton sac dessus, tu vas à l'hôtel, 12 bornes, il n'y a rien de compliqué. Sauf que là, bah, du coup, tous tes plans ils changent parce que j'ouvre mon carton et je fais, eh, mais ouais, mais je suis con, putain. Mes pédales, elles sont dans mon sac. Mon dérailleur, Ah il est ouais. dans mon sac. Ma chaîne, elle est dans mon sac. Et au final, je peux juste mettre les roues et mon rack devant. Et puis voilà, après, je fais de la trottinette. Donc, tu vois, là, tu commences la journée, t'atterris à Los Angeles, un aéroport qui fait 4 fois celui de Paris. Tu sais pas où il faut aller faire les papiers. Bon, alors j'ai de la chance, je parle anglais, donc voilà, ça facilite les choses. Mais voilà, le mec, tu lui expliques, tu dis ouais, mais attendez, ça arrive quand? Parce que bah, c'est pas la première fois que je voyage. J'ai déjà eu le cas. Moi, c'était un vélo qui était pas arrivé et il est arrivé 4 jours après. Enfin voilà, et en fait, ça peut vite, voilà, il peut vite avoir des Ouais. complications. Bon, le gars me dit, non, 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 demain, tu viens à 17h, ton sac sera là. Donc, voilà, le lendemain, à 14h, je suis allé à l'aéroport, j'ai tenté le coup. Et au final, mon sac était déjà arrivé. Donc, voilà, c'est, bon, j'ai perdu un jour, on va dire. Ouais. Voilà, mais non, après, ce qui me faisait peur, je pense, c'est la durée de l'aventure. Voilà, c'est la durée de l'aventure et d'être loin, alors pas loin de tout le monde parce que enfin que tu fasses une aventure en Espagne, en Allemagne, en Autriche, au final il y a personne qui est là pour t'aider. C'est vraiment la durée de l'aventure, je pense. Ouais, la durée de l'aventure et la grandeur des États-Unis. Ouais. Parce que avant même de te lancer, donc tu disais 43 jours, enfin, t'avais tablé sur quoi? Parce que tu es quelqu'un qui roule quand même énormément, donc je pense que s'il avait fallu, tu vois, plier le truc en Ouais. 15 jours, t'aurais pu, quoi. Mais Alors je suis pas parti seul. Je suis parti avec un ami, donc Henri, 62 ans, donc voilà, pas tout jeune. C'est un mec qui roule, voilà, qui fait entre 12 et 15 000 à l'année. Donc voilà, j'avais déjà rouloté un petit peu avec lui. Alors c'est sûr, on n'a pas du tout le même niveau,
Mais voilà, c'est un mec qui a déjà un peu voyagé, etc., etc. Moi, j'avais tablé sur, je devais partir seul, hein, donc moi j'avais tablé sur un mois. Un mois, ça faisait des journées à 160 km. C'est des choses que j'ai déjà fait quand j'avais fait un petit aller-retour direction l'est de l'Europe. En cargo aussi, je me souviens bien déjà. En cargo aussi, Ouais. exactement. Voilà, c'est quelque chose qui était largement faisable. Là, du coup, quand il s'est greffé avec moi, j'ai revu directement la chose à la baisse un peu parce que ben je savais que pour lui ça passerait pas. C'était déjà un peu, tu vois, ça commençait déjà à faire long là, même d'enchaîner les jours et tout. Il y a eu des jours un peu compliqués. Il y a eu des jours avec beaucoup de vent. On faisait aussi en fonction de là où on se trouvait. Voilà, on est aux États-Unis. Il y a des endroits pendant 500 bornes, il y a absolument rien. Donc il fallait essayer de trouver un petit motel ou une petite ville, une petite connerie, des gens qui t'accueillent. Voilà, c'est jamais simple. Donc bah il y a eu des jours où on a dû pousser un peu, pas volontairement, mais voilà, il fallait pousser. Et puis bah il y a eu des jours un peu plus cool. Voilà, on a fait quelques jours aux alentours des 100 km. Alors bien sûr, ça reste tout de même 100 km en vélo chargé, faut pas l'oublier. Mais tout ça, moi, je l'avais calculé, je l'avais vraiment tout préparé parce que on a pris nos billets retour également directement. Donc Ok. voilà, on savait qu'on rentrait le 26 février. Donc moi, j'avais tablé pour arriver 2 jours avant à Miami, voilà, pour arriver le 24, pour arriver le mardi 24. Et puis ça l'a fait facilement et ça nous a permis même la dernière semaine, les derniers 6 jours de clairement lâcher du lest. On s'est trouvé des warm showers tous les soirs. On était invité chez des gens. On roulait 3 heures tous les jours. On faisait entre 70 et 90 bornes maximum. Non, Ah voilà, ouais, bien. ça a permis de, voilà, et mon collègue a, voilà, vraiment apprécié ça. Il y a eu des jours où on a enchaîné 4-5 jours à 150, 160, vent dans la gueule. Bon, il m'a maudit, hein, le soir, hein, il me maudissait. Mais voilà, je lui dis, ouais, Henri, tu sais, il faut avancer. Je lui dis, ouais, mais il me dit, c'est bon, on a 2 jours d'avance. Je lui dis, tu sais, Henri, l'avance, on l'a pris, et on a mis des jours et des jours à prendre 2 jours d'avance, à faire 10 bornes de plus par là, 10 bornes de plus par là. Le truc, c'est que l'avance, tu peux très, très vite la perdre. Ouais. Tu peux tomber, tu peux avoir un gros pépin mécanique, tu peux tomber malade, voilà, tu peux être bloqué pour des intempéries, comme ça a été le cas avant El Paso, à cause de la vague de froid. Enfin voilà, il peut vraiment, voilà, on peut perdre rapidement 1, 2, 3 jours. Et du coup, après, c'est pas la même parce que ben, tout ton avance que tu as perdu, ben, malheureusement, il va falloir remettre des jours à 160, 180 et Ouais. c'est pas les mêmes journées, quoi. Donc voilà. Excellent. Ah, punaise. Ok. Et du coup, c'était la première fois pour toi aux États-Unis? Enfin, pour vous deux? Ouais, 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 c'était la Ouais. première fois qu'on partait et ça sera pas la dernière forcément. Ah ouais. Ouais, ça sera pas. J'annonce direct que ouais, je vais y retourner parce que j'ai kiffé et que voilà et que j'ai tout kiffé, que ce soit les décors, que ce soit euh, les gens, l'état d'esprit des gens, la gentillesse des gens, le respect des gens, voilà. Franchement un super pays que j'ai vraiment apprécié. Ouais. Excellent. Bah, alors justement, du coup, si c'était ta première fois, c'est quoi un peu tu vois, qu'est-ce qui te faisait rêver dans les États-Unis en particulier? Et une fois enfin, maintenant que t'es revenu, bon, là, tu viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui t'ont visiblement marqué, tu vois. Mais est-ce que ce qui t'a marqué, c'est ce que tu t'attendais à trouver là-bas? Ouais, au final, tu sais, on a fait pas mal de warm shower, donc bon, au passage, je vais expliquer ce que c'est, parce qu'il y a peut-être pas mal Ouais. de gens qui connaissent pas. Donc, warm shower, c'est une application tout simplement pour les gens qui voyagent, voilà, qui permet de se faire entre guillemets loger gratuitement. Voilà, et les gens vous donnent un toit, vous invitent chez eux. Alors vous font pas forcément à manger, voilà, mais ça, voilà, vous discutez. L'application, elle est super intuitive. Vous mettez le nombre de personnes que vous êtes. Tu as l'adresse exacte des gens. Tu peux voir à combien de kilomètres tu es d'eux exactement. Ils vont te dire, vous pouvez dormir dans un lit. Chez moi, je peux vous loger, mais voilà, il faut la tente. Ou je vous mets dans le garage, etc., etc. Mais vous pouvez prendre une douche, vous avez le droit de laver vos affaires, etc., etc. Donc franchement, c'est une appli qui est super bien.
Et voilà, pour revenir à la gentillesse des gens, ouais, je raconterai une anecdote après qui a été incroyable. Enfin voilà, sur la gentillesse des gens. Mais moi là, à chaque fois, on a été invité le soir. On allait dans des restaurants. Alors Ah voilà, ouais? ouais, carrément. On parle de 20 $. Voilà, on parle d'un burger, d'une bière. Mais 20 $ plus mon pote Henri, 20 $. Ben voilà, c'est 40 $. Les gens, ils nous connaissent pas. Ça fait 2 heures qu'on est chez eux. Ils nous ouvrent leur maison. On arrive, il y a à manger, il y a à boire, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Voilà, vous avez le choix, il y a un grand lit, soit vous prenez le grand lit, soit il y a 2 chambres, vous faites comme vous voulez. Enfin voilà, incroyable. Donc ça, c'était le petit point warm shower. C'était pour expliquer. Et au Ouais. final, c'est ce que je discutais avec les gens le soir, hein, parce qu'ils me demandaient qu'est-ce qui te plaît, est-ce que tu es surpris de quelque chose? Et au final, tu sais, maintenant, avec la télé, avec les séries américaines et compagnie, eh ben en fait, il y a rien qui m'a choqué. Tu vois, il y a rien qui m'a surpris. En fait, c'était comme si j'étais déjà allé. Parce que tout est comme tu vois dans les films, dans les séries, tu vois, il y a tout qui est pareil. Et au final, tu connais, tu vois, tu connais tout par cœur parce que ben maintenant la moindre série que tu regardes, elle est tournée aux États-Unis, le moindre film que tu regardes, c'est fait aux États-Unis et voilà, au final, tu arrives là-bas le premier jour bah, c'est marrant, mais tu vas dans les stations-service, tu sais tout comment ça fonctionne. Voilà, tu vas choper ton gobelet de 1,5 litre, tu vas au distributeur à Coca, tu fais cuire ton hot dog. Enfin, t'es un vrai Américain déjà, tu vois, t'as tellement. Et en final, tu vois, il y a rien qui m'a surpris, tu vois, et j'ai pas été choqué ou. Et ça, j'ai trouvé ça vachement déroutant. Parce que justement, tu vois, la plupart du temps, je vais dans des pays, tu vois, c'est pour découvrir plein de choses et tout. Mais au final, tu arrives là-bas et ouais, tu es un Américain en fait. Tu vois, tu connais déjà tout, tu sais tout comment marche. Ouais, c'est incroyable. C'est Et incroyable. c'était quoi la réaction des gens quand tu leur expliquais le périple que vous étiez en train de faire et qu'ils te voyaient faire ça à vélo cargo? Alors, la plupart des gens chez qui on allait, parce qu'on était sur une route relativement fréquentée, on va dire, et c'est des gens qui étaient sur la route de ce chemin enfin, que les gens prennent quand ils font la traversée. Ils n'ont pas été forcément trop étonnés, les gens chez qui on allait, Ok. les warm showers. Voilà, après, ils étaient toujours un peu surpris par le vélo parce que bah, y a beaucoup de gens n'en avaient jamais vu. Après, moi, j'ai un pote à moi qui est américain et en fait, son vélo cargo, c'est sa maison. Voilà, il a rien d'autre que ça, lui, et il passe sa vie sur les routes. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de le croiser 2 jours avant El Paso. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Eric, voilà, alias True Marmelade sur Instagram. Voilà, c'est un gars qui vit sur son vélo cargo, qui sillonne les routes américaines, qui fait les poubelles. Alors, il n'est pas du tout en manque d'argent. C'est quelqu'un qui vit à travers les réseaux sociaux, dans le monde du vélo et compagnie, qui fait de la photo, qui fait de la vidéo. C'est quelqu'un qui est pas du tout à plaindre, hein. Mais il fait les poubelles et je le kiffe parce qu'en fait, il veut dénoncer beaucoup de choses. Ben, tu vois, comme on a dans les grandes surfaces, tu vois, tous les produits qui sont en date limite et compagnie, qui sont Mhm. jetés, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et tu vois, pareil, je me souviendrai toujours parce qu'on s'est croisés 2 jours avant El Paso et ce gars, je l'ai jamais vu. On se connaît que sur les réseaux depuis 6 ans, on se connaît. Et tu vois, on s'est croisés en plein milieu d'une ligne droite avant El Paso, sous un déluge, il pleuvait. Et tu vois, on s'est pris une demi-heure sous la flotte, mais il tombait tu vois, des trompes d'eau et tout. Mais tu vois, on a passé un moment fort et intense. Et il m'a dit, tu sais quoi, tu vas à ce warm shower, tu vas voir, c'est trop bien, c'est atypique et tout. Donc du coup, j'avais envoyé un message à cette femme-là qui avait le warm shower. Elle m'avait validé le truc. Et tu vois, quand je suis arrivé là-bas, donc j'avais dormi dans un bus scolaire, un ancien bus scolaire, magnifique. Et ce gars-là, Eric, m'avait laissé un cadeau. C'était que des confiseries, des bonbons. Ah, excellent. Voilà, il m'avait laissé un paquet. Il m'a dit, voilà, pour toi, bonne route, bonne fin d'aventure. Et tu vois, une fois de plus, pour parler de la gentillesse des gens, tu vois, c'est incroyable, c'est incroyable. Et voilà, donc tu as des gens, des warm showers qui avaient déjà vu ce type de vélo cargo parce que ben, Eric, en fait, il a sillonné les États-Unis et il connaît énormément de warm showers. Et en fait,
j'ai fait beaucoup de warm shower où il était passé. Donc les gens, tu vois, il y en a qui sont pas surpris et qui disent «Oh, mais j'en ai déjà vu un et tout». Et je dis «Ah ouais, c'est Eric, c'est ce gars-là, tu sais». Tu vois, tu montes la photo et tu dis, et les gens, ils sont là, ils sont sur le cul parce que ils l'ont vu une fois. Et toi, tu leur dis, ouais, c'est mon pote, on s'est vu il y a 15 jours à El Paso. Et en fait, là, tu te dis, putain, le monde, il est petit, il est très Ouais, petit, en fait. Et ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. excellent. C'était quoi les... Parce que j'imagine que d'un point de vue météorologique, paysage, peut-être même culturel d'ailleurs, hein, t'as dû voir des différences quand même. Le pays, tu le disais, il est monstrueux. Ouais. C'est globalement plus grand que... Enfin, c'est l'Europe, quoi, pour Ouais, faire simple. ouais, ouais, ouais. Plus grand même. C'était quoi les... Si tu devais découper un peu le trip là, sur ces 43 jours, Ouais. ça a été quoi les grandes sections, on va dire? Les grandes sections, ça a été, alors, je suis parti de Los Angeles, hein, pour le point de départ, Los Angeles, Santa Monica. Et j'ai fait une arrivée à Miami. Voilà. J'ai essayé de rester le plus au sud, donc direction la frontière mexicaine. C'était vraiment un choix pour prendre un peu de la montagne, pour avoir aussi des conditions climatiques aussi meilleures. Et si je dois découper le trajet, je découpe en trois parties. Trois parties et je fais aller un Los Angeles, El Paso, où là tu vas être dans des, donc t'as quatre états, t'as quatre états, donc t'as Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et début du Texas, voilà pour El Paso. Et là on est vraiment dans la partie que j'ai kiffé, Ok. la partie désertique, la partie, alors attention, il y a des grandes villes, hein. Je dis désertique, mais voilà, t'as Phoenix, t'as Tucson, voilà, t'as de la grande ville quand même. Mais on est pour moi dans la partie désertique, les grands espaces à perte de vue, les couchers de soleil, les levées de soleil, les montagnes, les lignes droites. Alors les lignes droites, il y en a eu tout le long, mais tu les vois encore plus quand tu as vraiment des grandes étendues, Mhm. tout autour de toi en fait. Et donc ça c'est vraiment la partie voilà que j'ai kiffé parce que ben voilà tout ce qui est désertique et ben t'es vraiment seul en fait. Voilà moi j'ai fait des on a fait des 4 5 jours sans voir personne. Wow. Et ça moi enfin j'adore, j'apprécie, tu vois, j'apprécie le t'es en train de faire ta map le soir, tu vois, et là tu te dis ouais, donc là, donc là nous on est dans une petite ville, demain il y a un supermarché ici, ok, donc là on s'arrête ici absolument parce que bah derrière en fait il y a 470 bornes, et ben il y a rien. Donc tu vois, je prenais vraiment, j'ai une application où tu arrives à vraiment savoir les stations-service, la moindre petite épicerie, etc., etc. Alors des fois ils te mettaient allez petite épicerie ici, mais tu vois moi dans l'expérience, dans le doute que ce soit fermé ou qu'elle est fermée définitivement, ben voilà, ben en fait, avant de partir pour ces 470 bornes, c'est-à-dire à peu près 3 jours, voire 4, eh ben, tu t'arrêtes et tu fais les recharges et tu recharges surtout en eau. Parce que quand on est parti de Californie, il faisait une chaleur monumentale. On a eu entre 30 et 35 degrés tous les jours. Donc, Wow. ouais, moi, je bois pas forcément beaucoup, mais par contre, une fois que j'ai fini de rouler, bah, je me bois 1,5 litre. La nuit, je vais avoir soif, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prévoir. Et ça, c'était aussi mon rôle tous les soirs de mapper, de vraiment savoir où on allait, de jongler. Parce que j'avais fait une trace, on va dire, bête et méchante, mais de Los Angeles à Miami. Mais tous les soirs, je remappais. Pourquoi? Bah, tout simplement pour choper du warm shower, pour éviter de payer des motels. Moi, de base, j'avais prévu de faire beaucoup de tentes. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore le bivouac, j'adore être dans la nature et tout et tout. Bon, voilà, je suis parti avec Henri, donc un peu plus âgé, qui a un petit peu plus besoin de confort, on va dire. Et c'est compréhensible aussi. Et en plus, il a eu des graves problèmes de dos il y a quelques années. Il a eu une grosse opération et tout. Donc, bon, en tente, on dort pas forcément pareil Ouais. que dans un vrai lit. Donc, voilà, on a fait quand même beaucoup plus de motels et warm shower que de bivouac, même si on en a fait quand même pas mal. Mais voilà, bah, tous les soirs, c'était mapper, prendre la route que j'avais plus ou moins tracée, voir s'il y avait un warm shower, s'il fallait faire un détour, retracer, etc., etc. Donc voilà, et ça dans cette partie, ça avait été compliqué parce que ben voilà, c'est une région désertique, donc un peu plus et un peu moins peuplée, on va dire. Mais voilà, on va dire que moi, ça a été ma partie.
number one. Vraiment, c'était la partie. C'est marrant parce que tu dis ça, tu parles de désertique. Bon, on est sur Les Frappés, c'est un podcast 100% audio, mais s'il y a des gens qui ont l'occasion pendant qu'ils écoutent, de regarder un Google Maps, c'est assez hallucinant. J'avais jamais fait gaffe parce que tu fais un zoom sur le Texas, tu as un quadrillage de routes importantes à peu près partout. Par contre, le Nouveau-Mexique, là, il n'y a rien, quoi. Il y a 2 routes au Nouveau-Mexique, il y a 2 routes et tu te débrouilles. Et bien que, voilà, toi, tu le vois sur Google, tu vois. Là, tu es en train de me parler du Texas. Donc, on va y venir. La deuxième partie du voyage, bête et méchant, le Texas. Ah ouais, en entier, ok. Ouais, le Texas, tu vois, c'était, alors, quand on a commencé le voyage, c'est vrai que je m'étale un petit peu, mais j'ai tellement de souvenirs enfin, j'ai plein d'idées qui me viennent, plein d'anecdotes. Mais tu vois, quand on est parti, moi, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je travaille en saisonnier maintenant au Pied du Ventoux. Donc, j'ai stoppé de travailler dans les équipes professionnelles de vélo pour certaines raisons, on va dire, pour des points qui me plaisent pas trop. C'est-à-dire que c'est un milieu, je fais une petite parenthèse, voilà, mais un milieu où faut pas trop ouvrir sa bouche quand quelque chose va pas, où faut rien dire et tout. Et en fait, moi, c'est pas dans ma nature. S'il y a un truc qui va pas, je l'ouvre. Et en fait, ça plaît pas forcément. Et voilà, c'est un milieu que j'ai énormément apprécié. J'ai vécu des choses de fou. J'ai rencontré du monde comme pas possible. Tu vis avec les athlètes. C'est aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui auraient kiffé être à ma place. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que j'ai vécu. Je suis allé dans des pays aussi incroyables. Mais voilà, j'ai mis de côté. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, on sait jamais. Mais voilà, pour le moment, c'est de côté. Et en fait, je suis toujours mécano vélo, mais maintenant je suis au Pied du Ventoux. Donc c'est incroyable. Je bosse à Bédouin Location. Pareil, gros big up à mes patrons. Et voilà, c'est ma famille en fait maintenant. C'est vraiment un shop familial. Ils bossent en famille. Il y a pas de prise de tête, ça bosse dur, ça bosse bien, ça bosse très très bien, ça bosse très pro et on a du monde comme pas possible. Donc voilà, ça fait que je bosse du 1er avril au 31 octobre, je bosse placard, je fais des semaines, je vais pas dire le nombre d'heures que je fais parce que je vais avoir l'URSSAF sur le dos. Et non, c'est incroyable. Donc voilà, moi je sais que je bosse 7 mois placard et puis que derrière, en fait, je suis 5 mois en vacances et ça me permet d'avoir du temps et puis de pouvoir bouger. Et ça, c'est génial. Donc voilà, le seul truc qu'il y a, c'est que pour faire ce voyage, il fallait que je parte l'hiver. Donc voilà, j'ai que cette période-là. Donc c'est comme ça. Mais ouais, pour revenir au Texas, toi, tu le vois sur Google Maps. Mais malgré tout, il n'y a pas tant de routes que ça. Voilà, malgré tout, voilà, c'est de la grande route, c'est du direct, il y a pas de, en fait, il y a beaucoup de chemins aussi. Tu vois, on se demandait en fait pourquoi ils ont tous des 4x4, ils ont tous des grosses voitures et tout. Parce qu'en fait, tout ce qui est route secondaire, c'est des pistes, tout simplement. Et voilà. Mais après, les vraies routes praticables à vélo, il y en a pas. Enfin, il y en a beaucoup, mais ça reste limité. Voilà, ça reste limité. Donc ouais, deuxième partie du voyage, le Texas. Le Texas, donc on l'a chopé à El Paso. Après d'ailleurs une tempête de neige, donc ouais, c'est incroyable parce que le jour où on est arrivé à El Paso, on est arrivé sous la neige. On est arrivé, c'était 13h de l'après-midi à El Paso. D'ailleurs dans un warm shower incroyable sur les hauteurs d'El Paso, une famille magique, voilà, qui nous ont accueillis encore une fois. Et on est arrivé sous la neige. Et le lendemain, tu pars sous 25 degrés à 9h, quoi. Ouais, bienvenue au Texas. C'est incroyable. Et donc, ouais, le Texas, on a fait El Paso, Houston. Donc là, on part sur une diagonale, la plus longue diagonale qui existe au Texas. Donc, tu pars pour 1200-1300 bornes. Wow. Et ouais, c'est long. C'est un état qui est très, très long, qui est aussi très, très marrant. Pareil, beaucoup d'anecdotes sur le Texas. Vas-y. Tu vois, je suis arrivé au Texas. Je me rappelle plus le nom du bled. J'ai plus le nom du bled. Ouais, un truc qui finit en tasse ou un truc comme ça. Bon, bref. Un bled, une quinzaine d'habitants, toi, pour te dire, en plein milieu du Texas, au milieu de nulle part, avec
pas une ville, pas un village à 200 bornes à la ronde. Et en fait, j'avais vu dans ce bled-là, il y avait un community center. Donc, community center, c'est un genre de salle des fêtes en fait. Donc, salle des fêtes pour le village, pour les gens qui, voilà, qui veulent avoir des réceptions, faire un anniversaire, voilà, enfin, plein de choses. Et il y avait un numéro dessus, donc moi je l'avais anticipé. J'avais envoyé un message, il m'a dit ouais pas de souci. Donc en fait ça tu payes $10 la nuit. Et en fait j'avais 500 mètres carrés pour moi tout seul, des matelas, une salle de bain, une grande cuisine. Enfin bon voilà, il y en avait de reste. Et donc le gars, je me trouve devant cette salle des fêtes, community center. Donc j'appelle le gars, il me dit ouais je suis là dans 10 minutes, bouge pas. Et là, en fait, tu vois le cliché, mais le mec qui arrive avec son gros pick-up, le cow-boy, son chapeau, les Santiago, les bottes là, et puis tu vois le gros 357 Magnum, tu sais, à la taille. Et là, tu regardes, bon, t'es plus choqué parce qu'en fait, j'en ai vu des armes, j'en ai vu avant le Texas, on en a vu plein. On en a vu plein de gens armés et compagnie. Donc ça fait partie là-bas, c'est normal. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Mais tu vois, c'est une anecdote. Tu dis qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a personne 200 kilomètres à la ronde. Il y a un village de 15 habitants. Tout le monde doit se connaître. Et l'autre, il est armé jusqu'aux dents. Mais c'est le Texas, tu vois, et c'est trop bien. Et quand je racontais ça au warm shower le soir ou aux gens que tu rencontres sur la route, ils disent ouais, mais c'est normal ici, c'est normal, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est fou, c'est fou. Ouais. Ouais, j'avais un boss qui avait au Texas. Moi, je travaillais à Fort Worth, qui est à côté de Dallas. Ah ouais. Qui- Alors de base, je devais passer à Dallas et je suis passé plus au sud. Ah bah voilà, bah, j'allais te le demander à la base si t'étais passé par ce coin-là. Et très bref, ce boss, il avait une arme à feu en permanence à portée de main. C'est-à-dire que Ouais, dans son bureau, il avait son tiroir sous son clavier avec ouais, un gun. ouais. Dans son pick-up, il avait un gun dans la boîte à gants et dans la portière. Incroyable. Sur lui, il avait un gun. Enfin, tu vois, tout le temps en fait. Et, Ouais. ouais, c'est vraiment enfin c'est plus ouais, c'est culturel, c'est historique, Ouais, c'est leur là-bas, héritage. tu vois, moi, je suis passé pareil en plein milieu du Texas, t'es au milieu de nulle part. Tu passes devant des armureries, quoi. Ouais, Et c'est fou. Oh, t'as pas une station-service pendant 300 bornes, mais par contre, tu peux acheter des armes, y a pas de souci. Et ouais. ça, tu vois, peut-être au milieu de nulle part, tu dis, ah, pourvu qu'il y ait une supérette, qu'il y ait un truc, on peut se restaurer. Bah, non, je suis désolé. Par contre, si tu vas acheter un fusil, ouais, tu vas là-bas. Ouah. Ouais, c'est Ouais, ouais, c'est gros fou. délire. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Le Ouais. Texas, alors j'avais un gros a priori sur le Texas parce que ben voilà, avant de partir, je suis comme tout le monde, je vais sur internet, je lis des choses, je regarde et compagnie. Les gens aussi là-bas me disaient attention au Texas, machin et tout. Et puis au final non, super voilà, j'ai pas vu de différence. Alors c'est vrai que ça fait le Texas, il m'a fait mal mentalement parce que on a pris beaucoup de vent de face. Alors quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que j'ai pris 10 jours vent de face. Wow. Et 10 jours vent de face, c'est très long, c'est très dur, ça souffle énormément. Les routes sont mauvaises, donc il n'y a pas un rendement de fou déjà à la base, mais tu me rajoutes du vent, c'est horrible. Je roule à 17 à l'heure tous les jours, donc Ah ouais. pour faire 100 bornes, 17 à l'heure, tu passes 7 heures sur le vélo, sauf qu'il fallait faire 120, 130. Ben voilà, tu fais des journées 8h30, et voilà, c'est très long. Et le Texas, il m'a pas fatigué, voilà, musculairement ou physiquement, mais par contre, mentalement, je suis sorti du Texas, j'étais cuit. Et ce qui est dur aussi, c'est que tu vois, ben, jusqu'à El Paso, jusqu'à l'entrée du Texas, même si c'est long à traverser les États, tu vois, tu mets 4 jours à traverser les États, les différents États, mais tu vois, ben, tu passes de la Californie à l'Arizona, de l'Arizona. Puis tu sais, t'as toujours le panneau, tu vois, tu t'arrêtes, c'est la Ouais. photo. D'un côté, bienvenue en Californie, de l'autre côté, bienvenue en Arizona. Et tu vois, à chaque panneau de changement d'état, ben, tu vois, moi, je m'arrêtais, je faisais une photo pour Insta, tu vois, et voilà. Et c'est là que tu vois que tu avances, tu vois. Le Texas, alors c'est pareil, même quand je suis parti de Los Angeles, le premier soir, je mets Google Maps pour voir où je me situe. Voilà, je me suis fait mal à la tête. J'ai, je te promets, j'ai eu une fracture du mental. Et je vais te dire, hein, ça m'a fait mal à un point que
le premier jour, j'ai fait 140 bornes. J'ai l'impression que j'avais pas bougé. Et tu sais, tu zoomes. J'étais à Los Angeles, donc j'avais le point juste à côté de Los Angeles. Et là, tu dézoomes et tu dézoomes et tu dézoomes. Et tu te dis, mais ça s'arrête quand en fait? Tu sais, je voyais pas la Floride et tout. Et là, quand je te dis fracture du mental, je pense que c'est vraiment le terme. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Ah ouais? Et je vais te dire pourquoi. Tous les jours, j'avais du mal à me mettre dans le voyage. Et c'est pour ça aussi là, il y a 5 minutes que je parlais de voilà du taf que je faisais à Bédouin en tant que saisonnier. La malchance que j'ai, c'est que du coup, je bosse énormément et je touche pas le vélo, ou alors très très peu. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est simple, j'ai fait 1500 bornes. Donc voilà, je suis parti aux États-Unis avec 1500 bornes dans les jambes. Donc j'avais aussi, je pense que ma peur, elle était là, elle était vraiment ici, c'est que j'avais pas le niveau, sans parler de performance, mais je voulais pas subir en fait tous les jours à rouler, et que ce soit dur, j'ai un vélo chargé, etc., etc. Je suis parti avec 1500 bornes dans les jambes Ah ouais. et voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, j'étais venu sur mon boulot, je m'étais voilà, je m'étais emmêlé les pinceaux, je sais même plus pourquoi, mais c'était pour ça en fait. Et ma peur, je pense qu'elle venait aussi de ça, tu vois. Je pense que j'avais peur de pas y arriver physiquement. Hmm. Et quand je te dis voilà que le premier jour j'ai dézoomé et je dis putain mais attends en fait on n'a pas bougé. C'est simple 140 bornes, j'étais toujours pas sorti de Los Angeles. J'étais dans un quartier qui s'appelle San Bernardino. Bon alors on est sur la fin de Los Angeles mais quand même. Et là Ouais. je me suis dit putain de merde. J'ai dit j'ai dit 140 bornes, je dézoome, je vois pas l'avancement et là voilà, j'ai vraiment eu du mal. La première semaine, c'est tous les matins, je montais sur le vélo. Je savais pas si j'allais réussir l'aventure vraiment. C'était la première fois de ma vie. D'habitude, voilà, moi, j'étais sportif de haut niveau, donc j'arrivais sur les courses. J'ai jamais douté de ma vie sur une compétition quand j'étais un départ. Jamais. Je suis toujours, voilà, j'étais quelqu'un qui m'entraînait dur, qui était confiant. Je savais que j'avais des capacités pour faire des choses énormes. Et là, c'est la première fois en fait que je suis arrivé sur un truc où j'étais pas prêt physiquement et mentalement. Et je me disais, ça va le faire. Avant le départ, je me disais, ça va le faire. Il va me falloir une petite semaine. Je me connais, une fois que je vais avoir fait 4, 5, 6 jours à 6 heures de vélo, mon niveau, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Je le sais. Mais j'avais peur quand même. Hmm. Voilà, il m'a fallu une semaine, vraiment une semaine. Et tous les matins, je montais sur le vélo et je me disais, putain, je vais prendre un avion, je te promets, c'est pas pour... Toi, dans ma tête, je me parlais comme ça. J'avais vraiment des doutes parce que, ben, oh, on part pour 5300 bornes. Tu pars pas pour une semaine de vélo. 5300 bornes. Tu pars pour 6 semaines. Tu vois, le voyage, il est long. Tu pars pour 6 semaines, exactement. Voilà. Et Ah, c'est énorme. tous les matins pendant une semaine, je doutais. Vraiment, j'ai pas honte de le dire. J'étais pas sûr de moi, pas sûr de ma condition et tout. Et puis, ben, voilà. Ben, puis t'avances 4 jours, 5 jours, puis tu regardes la carte de nouveau, tu dézoomes. Ah, bah, t'avances bien. Ah, puis bah, physiquement, bah, bah, mine de rien, bah, les cannes, elles sont là, elles reviennent tout doucement, je le sens. Voilà, j'ai de la chance d'avoir un petit passé et ça me sauve la vie à chaque fois. Ça me sauve la vie à chaque fois et que voilà, après une semaine de vélo, bah, ça y est, c'est parti quoi. Ouais. La machine, elle est là, les jambes, elles se sont redessinées et puis bah gaz quoi. Et puis les doutes, bah, puis c'est fini. J'ai plus jamais redouté. Passé le 10e jour, c'est fini. Les doutes, ils sont derrière et puis tu sais que tu vas au bout. Mais ouais, voilà, pour revenir au Texas, ça a été 12 jours. Ça a été 12 jours pour traverser le Texas. C'est 100 très bornes par très. jour. Ouais, en gros, hein, je crois qu'il y a un peu plus, ça faisait 1300 ou 1400 bornes. Mais voilà, c'était 10 ou 12 jours pour traverser le Texas dans des conditions vraiment compliquées. Compliquées. Des routes mauvaises, du vent de face. Et voilà, là, le physique était vraiment présent, mais voilà, la tête, un jour, deux, trois, et après, c'est très, très dur. Après, c'est Ouais. vraiment dur. Parce que t'avances pas en fait. C'est pas le physique, c'est le fait de. Tu parles. Oh, je me souviendrai. Je suis parti de Del Rio. Del Rio, pareil, magnifique ville et tout. Et tu pars dans la Pampa. Et ce jour-là, j'avais tracé 136 bornes. Et en fait, tu sors de Del Rio, t'as vent de côté. Donc, vent de côté, la chose que j'apprécie. Alors maintenant,
avant de partir, à chaque fois que tu pars, tu dis, le vent de côté, ça fait chier et tout. Et en fait, quand j'avais le vent de côté, j'étais le roi du monde, j'étais trop content. Et là, en fait, tu sors de Del Rio et je voyais que j'avais du vent de côté un peu fort sur la gauche et tout. Je prends la map, bam, on m'annonce dans 2 kilomètres, tourne à gauche. Et puis, ligne droite de 120 bornes. Et là, tu te dis, mais non, mais non. Et puis, tu sais, le petit faux plat montant de 1% pendant 120 bornes. Tu vois, pendant 120 bornes. Et là, tu pars, tu vois le compteur 15 à l'heure, 16 à l'heure. Wow. Et tu te dis, mais là, t'en as pour 8, 9 heures. Et c'est ça, et c'est la vérité. Et tu passes 9 heures, 8 heures et demie pour faire 120 bornes. Et ça a été ça pendant une grosse semaine. Ouais. Comment, parce que je sais pas à quel point vous étiez pote avec Henri avant le départ, mais tu vois, quand t'arrives, quand t'attaques ces journées avec, comme tu dis, tu vois, des fractures du mental, que t'es à 16 bornes, 16 km heure, ça se gère comment le binôme dans ces cas-là? Alors, moi, du coup, comme je l'ai dit avant, tu vois, je suis parti avec 1500 bornes dans les jambes, donc une condition physique digne de je ne sais quoi, mais pas de moi en tout cas. Et du coup, tu vois, moi je subis mon vélo cargo, voilà, avec la petite roue de 20 pouces, qui roule pas forcément aussi vite qu'un vélo classique comme Henri avait. Henri, lui, qui sort, qui est retraité, qui a de la chance. Voilà, qui peut rouler. Il avait 12-13 000 bornes dans les jambes. Il était reposé. Moi, j'étais complètement rincé de ma saison et compagnie. Lui, il a eu 10 jours, les 10 premiers jours, et puis vraiment les 10 premiers jours où tous les jours, mais tu sais que je galérais à le suivre, mais vraiment. Hein. Ah ouais. Et je fais putain, mais c'est. Et je lui disais, oh Henri, tu roules vite là, le machin. Il me dit machin. Puis après, au bout de 80 bornes, je voyais que moi j'étais toujours derrière, mais que lui, il commençait à ralentir un peu, donc je repassais un peu devant, etc. Et mais ouais, moi les 10 premiers jours, et puis en plus avec mes fractures du mental des 10 premiers jours, tu vois, j'avais pas la tête, mais clairement j'avais pas la tronche. Hein. J'ai vécu 10 jours vraiment compliqués. Et puis après ces 10 jours-là, Henri, lui, il a commencé à voir la condition physique diminuer. Donc c'était entre guillemets ce qui était prévu. Hein. Avant de partir, on se l'était dit. Hein. Je lui ai dit, moi, je vais avoir 10 jours durs, compliqués physiquement. Et il me dit, moi, je vais avoir 10 jours à peu près très bien. Et puis après, physiquement, voilà, ça va dégringoler jour après jour. Il va avoir un peu de mal à récupérer un peu plus de mal et compagnie et compagnie. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand on est arrivé à ce moment-là, on va dire, au chassé-croisé, où moi j'étais sur la pente montante et lui descendante, je lui ai dit, Henri, maintenant, je lui ai dit, le chemin, il va être relativement long pour toi, parce qu'entre guillemets, on avait fait 1500 bornes, il en restait 3008. Je lui ai dit, maintenant, tu roules plus devant. Je lui ai dit, tu restes dans ma roue. Et même si c'est facile, je veux pas le savoir. Je lui ai dit, tu roules dans ma roue. Et voilà, si c'est facile, profite, tu récupères et voilà. Et moi, tu vois, il y a eu des jours où ça roulait, où je me retrouve à faire des moyennes. Tu sais, tu fais plus gaffe que t'es en voyage, tu le sais, mais que t'es en vélo cargo, que t'as un vélo à 35 kilos, que t'as 100. Putain, j'ai fait des journées à 170 bornes avec du vent de côté, mais pas favorable du tout. Mais à rouler à 27 de moyenne. Ah ouais. Et là, tu dis, putain, mais je suis une machine. Tu vois, vraiment, tu vois, je le sentais. Je dis, jour après jour, moi, j'étais de plus en plus fort. Et Henri, le pauvre, il tirait la langue derrière. Moi, j'étais sur les prolongateurs. Tu roules à 30, 32, 33, le vent de travers, pas favorable et tout. Et là, Henri qui tire la langue, qui m'insulte derrière. Ouais, tu fais chier, mais des insultes gentilles, tu vois. Et puis, franchement, tu vois, je me suis mis à sa place et tu vois, on a fait, j'appuyais pas, tu vois, je faisais vraiment des journées où il fallait que moi je sois vraiment facile, au moins je me fatiguais pas non plus et que lui il soit bien dans la roue et au final, ça permettait de partir le matin à 8 heures et puis tu vois, à 13 heures, on avait torché la journée et puis t'as toute l'après-midi mine de rien pour récupérer. T'es dans les warm showers, t'es posé dans un lit, t'es tranquille. Les gens, soit ils te laissent tranquille, soit ils te proposent d'aller visiter la ville où t'es. Ils t'emmènent. Enfin, tu vois, j'en sais rien, plein de choses. On est allé dans des rivières, on est allé se baigner, on est allé dans l'océan. Enfin bon, bref. Et
Et après, il y a eu aussi des jours où, eh ben, moi, j'avais envie de kiffer vraiment. Tu vois, je sentais que j'étais en canne. Je voulais pousser un peu, tu vois, je voulais me faire mal un peu, tu vois, me faire plaisir et tout. Et ben voilà, on roulait chacun de notre côté. Tu vois, il y a dû y avoir Ok. 5-6 journées où on a roulé chacun de notre côté. On avait les deux la trace, on savait où on allait. Généralement, c'est des jours où on avait pris un hôtel avant, tu vois. Donc voilà, on avait l'adresse de l'hôtel rentrée dans le GPS. Donc chacun fait sa vie. Même, tu vois, ça m'est arrivé de partir kilomètre zéro, d'avoir mis une demi-heure à Henry sur 80 bornes. Et puis, tu sais, moi, je m'arrête, je mange, je suis une station-service, je parle avec des gens, j'ai vu des gens qui voyageaient. Puis, bah, toi, tu rechopes Henry. Et Henry, lui, il t'a pas vu. Donc, lui, il continue sa route. Puis, au final, tu le redoubles 10 bornes plus loin. Putain, mais qu'est-ce que tu fous derrière? Et voilà. Donc, ça nous est arrivé aussi de se croiser pendant ces journées-là. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Mais, ouais, on avait aussi besoin, tu vois, de ces journées. Tu vois, chacun de son côté. Ouais. Voilà, parce que ben, tu sais, tu passes quand même 45 jours avec une personne. Alors, je m'entends super bien avec Henri, mais t'es 45 jours, 24-24 ensemble. Ouais. Voilà, donc il y a un moment donné où bah il y a des choses où on n'est pas d'accord, ou des petits trucs, où bah lui il est fatigué, ou moi aussi je suis fatigué. Tu vois, il y a des fois, on finissait la journée, bah, avant d'aller au warm shower ou à l'hôtel. Moi, en général, je faisais quoi? Je prenais la map, je regardais où il y avait enfin, une supérette, un magasin et tout pour aller ravitailler, faire des courses et compagnie, tu vois, pour le soir si on était à l'hôtel. Bah, du coup, tu arrives l'après-midi à 13h, faut pouvoir manger un peu, faut se ravitailler, faut de l'eau, faut du sucre, enfin, etc., etc. Ben, moi, tu vois, je préférais perdre une demi-heure, tu vois, une fois qu'on est arrivé dans la ville, y aller directement faire mes courses et aller à l'hôtel et puis ne plus bouger. Ouais. Bah lui, non, tu vois, il préfère aller à l'hôtel, se poser 2-3 heures, se doucher et puis ressortir plus tard. Et moi, tu vois, non, moi c'était l'inverse. Donc, bah, j'ai dit, c'est quoi, Henri? Fais comme tu veux. Moi, je fais mon truc, fais ton truc, il y a pas de problème. Voilà, donc mais ouais, il y a mais il y a pas de voilà, avec Henri, on s'entend super bien et puis on n'est pas là pour se prendre la tête hein. On n'est pas là pour se prendre la tête loin de là hein. Du coup, la dernière section, donc tu disais Texas, pour toi, ça serait une section à part, tu vois, dans le voyage. Dernière section, c'est du coup Louisiane jusqu'à la Floride, c'est Ouais, ça? dernière section, du coup, je vais te l'apprendre à aller depuis alors pas Houston. Houston, t'es encore au Texas mais et puis c'est pareil, avant d'arriver en Louisiane, putain, il y a un morceau, hein, c'est tu te dis, ah ouais, on est juste, tu sais, sur la carte, je regardais tous les soirs, ah ouais, mais c'est juste là. Mais ouais, le juste là, c'est 500 bornes, tu vois, alors que je te parle c'est comme si je te parlais d'un Avignon-Marseille, tu vois, bah ça va, c'est juste là, c'est à 1 heure. Mais non, mais sur la map, c'est pas pareil, tu le traces et en fait, le Avignon-Marseille, il fait 600 bornes, tu vois. Et alors qu'il y a 100 bornes, normalement. Mais, ouais, du coup, dernière partie, on va dire, allez, peut-être 2 parties encore. Peut-être 2 parties. Du coup, ouais, Louisiane, Alabama, Mississippi, là. Ou Mississippi, Alabama, je sais plus le sens. Ça peut faire une partie. J'ai kiffé aussi. J'ai bien aimé les gens. J'ai aimé aussi les routes. J'ai beaucoup aimé l'état des routes. On était beaucoup dans les campagnes, beaucoup aussi en bord de mer, enfin en bord d'océan. Tu vois une différence par rapport au Texas? Enfin, en tout cas, moi, la partie que j'avais vue du Texas, c'était quand même, tu vois, très sec, très chaud, poussiéreux. Ouais, La Louisiane, je suis ouais, jamais allé, mais l'image que ouais. j'en ai, c'est, tu Ah, vois, c'est vert, hein. C'est vert, c'est hein, la vert, ouais. Louisiane. Ouais, la Ouais. Louisiane, c'est vert, hein. C'est un peu plus humide, beaucoup plus humide. Tu vois, tous les matins, je suis parti de la Louisiane, tous les matins, je me suis pris un brouillard. Je me prenais un brouillard de fou tous les matins. Ok. Il y a eu 5 jours, ouais, de Louisiane, Mississippi, Alabama, là. Je me prenais du brouillard. Il y a beaucoup de lacs. Voilà, il y a beaucoup de petits cours d'eau et tout, donc c'est vachement plus humide. Ouais, magnifique. Une fois de plus, les gens hyper accueillants. Alabama, je dis pas de conneries, État le plus pauvre des États-Unis, normalement. Ok. Tu te fais accueillir comme des rois et tu le vois hein, que c'est pauvre. Hein, Ah oui. enfin voilà, tu passes dans des endroits un peu ghetto, tu vois. Tu passes dans des villes, c'est un peu ghetto, mais tu vois toujours sur des gens bienveillants. Tu vois, moi j'ai kiffé. On est passé en plein Mardi Gras en plus, donc ça c'était calculé aussi. Je voulais absolument faire Mardi Gras en Louisiane ou Mississippi, Alabama, parce que là-bas ils fêtent ça et c'est trop cool. Et tu vois, on s'est fait accueillir un midi
par un gang de bikers, tu sais, en Harley Davidson. On passait, en fait, dans cette petite ville, il y avait plein de voisins, mais tu sais, c'était des genres de petits stands ou des petits groupes et tout, mais ils avaient tous les barbecues, ils ont tous les grosses caravanes là-bas, les genres de bus, machin et tout. Et chacun, toi, c'était le midi, ils se faisaient tous le repas et tout. Et en fait, quand on est passé devant ce gang de motards, juste en face, il y avait une supérette, enfin une station-service, et on s'est arrêté. Et pour ravitailler, voilà, se prendre un peu à manger, un peu à boire. Et en fait, j'ai 2-3 bikers qui sont venus voir, tu sais, intéressés. Il n'y a pas eu un seul jour, où j'avais pas quelqu'un qui me demandait, waouh, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, tu vas où, mais pourquoi, ou tu vois, que ce soit la caissière à la station-service, que ce soit les gens aux stations-service qui viennent mettre le plein, ou les gens dans les supérettes, ou les gens en voiture qui te passent, qui s'arrêtent, qui te demandent. Enfin voilà, incroyable. Et tu vois, ces 2 bikers sont venus nous voir. Et en fait, je leur explique machin et tout. Et en fait, ouais, venez manger, prenez un truc. Allez, vas-y, tu vois, on est resté une demi-heure, 3/4 d'heure. On a bu une bière, on s'est mangé une grosse entrecôte et tout au barbecue. Et c'est trop bien. C'était trop cool. Ça a été un super moment aussi. Donc ça, c'était l'Alabama, tu disais? Ça, j'étais en Alabama, ouais. Ouais. Ouais, j'étais en Alabama, ouais. Incroyable. Ça, c'était cool. Louisiane, j'ai fait le Super Bowl en Louisiane. Pareil, on était dans un motel en Louisiane et c'était le soir du Super Bowl. Devant le motel, il y avait des gros pick-up. Mais quand je te dis des gros, c'était des trucs énormes. Et dedans, ils avaient mis les écrans plats et tout. Et du coup, tu sais, ils avaient amené les bières, machin. Et tu vois l'ambiance. Tu vois, il y a pas, ça dérape pas. Il y a pas de, tout le monde se respecte. Non, trop bien, trop bien. Ouais, non, c'était Bon, cool. là, je pense qu'à ce stade, quand tu dézoomais sur la carte, ça y est, tu voyais bien la ligne là. C'était bon, Ouais, hein, une fois en Alabama. pour moi, le voyage, il s'est fini après Houston. Ah ouais. Pour moi, il était torché là. Et pourtant, il restait 2000 bornes, hein. Mais pour moi, c'était torché ici, voilà. Pour moi, c'était torché là. Et voilà, une fois sorti de l'Alabama, t'arrives en Floride, en fait. T'arrives en Floride. Alors, il reste un bon petit bout avant d'attaquer la descente, mine de rien. T'as quasiment 700 bornes avant d'attaquer la descente de la Floride. C'est toujours pareil, sur la carte, tu dis, ouais, c'est juste là et tout. Je pensais à une ville, une grande ville, là, on est passé juste au sud, là, c'est Tallahassee. Et juste avant d'attaquer la descente, là. En fait, cette ville, de jour en jour, je me disais, oh, mais elle est juste là, mais putain, on n'y est pas encore. Et voilà, non, ouais, la Floride, c'est pareil, ça a été une belle partie. Rien à voir avec le reste. Voilà, rien à voir. La Floride, c'est la Floride, hein, ouais, tu sens il y a de l'argent. Tu sens Ah qu'il y a de ouais. l'argent. Voilà, on est rentré dans une autre catégorie, là. Ah ouais, vraiment, même par rapport au Ouais. Texas ou. Ouais, non, rien à Ah voir. ouais. Ouais, rien à voir. Tu vois, ne serait-ce que par les warm showers que j'ai fait, tu vois la qualité de vie déjà d'entrée. J'ai dormi dans des marinas. On s'est fait accueillir dans des maisons. Les maisons, elles font 800 mètres carrés. Ah On avait, oh, c'est pas notre propre chambre, c'était notre propre appartement. C'est-à-dire que moi, j'avais un appartement, mon pote avait un appartement et eux, ils avaient leur maison de 600 mètres carrés à côté. Et tu vois, en Ah ouais. fait, quand t'en arrives là, tu te dis, ah ouais. Et c'est pareil, là, un des derniers warm showers que j'ai fait, je dis à mon pote en rigolant, parce que donc nos hôtes là, il m'a dit, ouais, à 5h30, on part, on vous emmène manger au resto dans un gros pub américain et tout. Ouais, ok, nickel et tout. Puis moi, j'avais pas vu les voitures qu'ils avaient et tout, mais là, il y avait vraiment de l'argent. C'était des anciens là, 60, 65 ans là. Et pour rigoler, je fais à mon pote, je dis, oh, on fait quoi? On prend la Porsche ou la BM ce soir et tout. Mais moi, j'avais pas vu les voitures. Oh, il ouvre le garage, une Porsche et une BM. Ah ouais. Incroyable. Et non, ouais, tu le sens qu'il y a vraiment de l'argent en Floride. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont pauvres comme partout, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et ça n'a pas changé, d'après ce que tu dis, ça n'a pas trop changé l'accueil ou tu vois la gentillesse des gens, leur curiosité. T'as pas trop Non, vu de différence. non, ça, tout le long des États-Unis, ça a été incroyable. Voilà, d'État en État, c'était incroyable. Voilà, Ok. c'est juste, on va dire, vraiment, tu vois, le niveau de confort. Ouais. Vraiment, le niveau de confort, ouais, c'est fou. Les 2 derniers jours à Miami, je dors sur un bateau à Miami Beach, quoi.
Tu vois, c'est c'est improbable, et ça en fait un mois avant d'arriver à Miami, j'avais envoyé un message à un warm shower sur Miami et elle m'avait dit ouais, ça vous dérange pas de dormir sur mon bateau? Oh bah écoute, on fera cet effort là. Ah ouais, c'est fou, c'est fou. Énorme. Énorme. Punaise, quel périple. Quel périple. Tu disais que tu allais y retourner, c'est sûr. T'as déjà quelque chose, une ébauche, tu vois, de projet, de trace en tête? Alors, pour être honnête, je voulais pas partir avec le vélo cargo. Je voulais partir en fixie. Très clairement, je voulais partir en pignon fixe. Mais voilà, mes doutes, mes peurs sur ma condition physique ont fait que il fallait que je prenne ce vélo-là. Et j'avais aussi un peu un petit problème de configuration sur le pignon fixe qui fait que ça matchait pas et j'avais pas assez de temps pour régler ces problèmes-là. Voilà, il fallait que j'emmène aussi pas mal d'affaires. Il fallait que j'aille voir en fait. Je pense qu'il a fallu que j'aille voir, me rendre compte en fait de ce que c'est, de commencer. Mais de base, je voulais faire ce traversée en pignon fixe. Et clairement, en fait, j'aurais pu le faire. Voilà, je sais que physiquement, j'aurais pu le faire. Et clairement, il va falloir que j'y retourne en pignon fixe. Voilà, c'est quelques. C'est dit. Ouais, c'est dit. Alors, quand je sais pas, parce qu'en fait, il faut que je la fasse de trace en pignon fixe, en mode un peu plus énervé, tu vois. Et je partirai seul. Voilà, c'est dit aussi. Mais c'est un truc, tu vois, je peux partir, je peux taper plus de 200 bornes tous les jours, je le sais. Donc il faut que j'y retourne pour faire ça en pignon fixe. Il faut que je le place une fois dans ma vie parce que en fait j'ai fait tellement de choses en pignon fixe que ça il faut absolument que je le fasse parce que ça reste quelque chose d'incroyable. Même trace du coup. Alors peut-être pas à la même route exactement, mais Même secteur, on va dire dans ce secteur-là, ouais. Bah voilà, vis-à-vis des conditions climatiques surtout, parce que ben moi une fois de plus j'aurai que l'hiver pour y aller et le nord c'est clairement impossible. Et voilà donc j'irai en pignon fixe de ce côté-là pour refaire cette trace-là. C'est quelque chose qui est certain dans les années à venir. Quand je sais pas, et comme autant je te dis, autant je pète un plomb et en novembre l'année prochaine, ben voilà, je fous une story et en fait je suis à Los Angeles en fixie et puis gaz. Et comme autant je te dis, l'année prochaine je repars en novembre et puis je repars en cargo et je me tape un frontière du Canada jusque tu vois toute la côte ouest, tu vois, qui est magnifique, qui est juste somptueuse. Alors on n'est pas sur le même délire, on est sur un délire de 1800 km, mais bon quand même, tu vois, quand même, il faut que j'y retourne. Il y a trop de choses à faire aux États-Unis. Voilà, rien n'est fixé. Comme autant je peux partir 2 semaines et puis faire tu vois, vraiment 2 États, faire Californie, Arizona, tu vois. Mon kiff c'est aussi, tu vois, j'ai beaucoup d'endroits où je voulais aller, mais en fait tu peux pas tout faire en une fois. Ou alors mais tu pars un an, voilà. Mais tu vois moi, route 66, Monument de Vallée, zone 51, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que je veux aller voir, que je veux aller rouler et c'est sûr j'y retournerai parce que j'ai kiffé, ouais. T'es parti, bon, tu disais que t'avais que 1500 km dans les jambes. J'avais pas cette info. J'avoue que, enfin, sachant ce que tu fais habituellement, ouais, j'imagine que se lancer sur un truc de 6 semaines, 5300 bornes, ça pouvait impressionner du coup. Mais donc tout ça pour dire que tu étais quand même vachement expérimenté avant de partir, même si tu n'avais pas la caisse là bien sûr. à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as appris qui te serviront pour tu vois, de prochaines traversées aux US ou ailleurs d'ailleurs, que ce soit en vélo cargo ou pas? Ouais, sur vraiment le terme voyage ou organisation ou configuration vélo, voilà, tout ce qui tourne autour de ça, on va dire, ou comment se déroule un voyage, hein. Ça, j'ai rien appris. Voilà, clairement, j'ai rien appris parce que j'avais déjà une bonne base, on va dire. J'ai déjà une petite expérience du voyage et voilà, tout ce que j'ai mis en place me convient parfaitement. Donc, voilà, à ce niveau-là, j'ai rien appris. Après, tu apprends beaucoup sur, voilà, quand même le pays où tu vas.
moi, les US, je connaissais pas en soi, entre guillemets, j'y étais jamais allé. Donc, tu vois, les premiers jours, tu te pointes, t'es dans une petite ville, petite anecdote, mais tu prends un motel, toi, c'est 18h, tu dis, bon, vas-y, on va aller manger au restaurant, machin et tout. Tu te pointes au restaurant, ils te disent, bah non, mais nous, on ferme. Ah Bah, ouais. attends. Tu sais, moi, je regarde mon portail, 18h30. Je dis, mais 18h. Ah, elle me dit, ouais, nous, ici, on ferme à 18h30. Ah ouais, ok. Tu vois, on est sur un. Il y a plein de choses et en fonction des États, c'est différent. Hein. Et de l'endroit où tu te trouves aussi. Parce que là, tu vois, ce soir-là, j'étais en plein milieu du Texas, dans un endroit paumé, avec pas grand-chose, on va dire, dans le village. Un motel, une station-service, un petit restaurant, un bar et puis 200 habitants, tu vois. Ouais. Et ouais, non, toi, il m'explique, il me dit, ouais, 18h30, on ferme. Et en fait, je me suis dit, bah, tu vois, c'est vraiment eux, tu vois, c'est propre à ici, tu vois, à ce village et tout. Mais non. Plein de fois, je le vois, horaire, ouais, à 18h, il remballe, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est des petits détails qui fait que, bah, avant, bah, tu vois, sur la suite du voyage, à 5h, bah, moi, je me dirigeais pour aller manger, tu vois. Ouais. Ouais, sur plein de petits trucs comme ça. Après, non, j'ai pas appris. Ouais, si, un truc que j'ai appris, ne pas franchir les barrières militaires aussi. Ça, c'est ça, c'est un truc. C'est quoi cette histoire? Ouah, ouah, honnêtement, moi, ça restera. Bah, j'ai énormément de meilleurs souvenirs qui vont me rester aux États-Unis. Mais peut-être que celui-là, ça sera le plus fort et celui qui aurait pu me foutre dans la merde le plus. Bon, pour la faire courte, je suis à Tucson le matin. Je me dirige en direction de Sierra Vista. Sierra Vista, une ville militaire. Donc, c'est-à-dire avec un gros camp militaire et une grosse population militaire. Et puis, bah, des gens après civils, hein, comme toi et moi. Euh, donc, comme tous les soirs, je trace avec Komoot. Parce que je trace avec ça depuis des années. Ils se sont d'ailleurs, il faut le dire, bien améliorés parce qu'avant tu mettais mode de vélo route, puis tu te retrouvais dans des chemins de VTT. Donc là-dessus, bon point, Komoot, ça a quand même bien évolué. J'ai eu une galère. C'était juste avant Van Horn, avant Marfa et tout là. Pareil, un coin somptueux là-bas, digne des westerns, des décors de western incroyables. Où j'ai eu voilà un chemin un peu gravel où voilà j'ai fait demi-tour et au final j'ai pris l'autoroute. À savoir que l'autoroute, alors c'est incroyable, hein, mais l'autoroute n'est pas interdite au vélo. Elle est fortement déconseillée. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, donc ça m'est arrivé 2 fois. J'ai fait 2 fois 3, 4 bornes d'autoroute. Voilà. Mais honnêtement, je me sens plus en sécurité sur l'autoroute aux États-Unis que sur les nationales ici au pied du Ventoux. Ouais. C'est véridique parce que, bah, en fait, j'ai une bande d'arrêt d'urgence de 6, 7 mètres de large. Alors, certes, qui est dégueulasse, hein. Il y a toutes les merdes que tu peux imaginer sur le bas-côté. Mais par contre, t'es le roi du pétrole, hein. J'aurais pu aller jusqu'à l'autre bout enfin, jusqu'en Floride, comme ça, hein. Mais donc voilà, pour revenir à cette histoire de traçage avec Komoot, je trace une étape, donc du coup après Tucson, il y avait 155 bornes, donc très grosse étape, beaucoup de dénive. Enfin beaucoup, il y en a qui rigoleront, hein, mais il y avait 1200 mètres de dénive. Mais 1200 mètres de dénive sur 155 bornes avec un vélo à 35 kilos, Ouais. c'est pas la fête, hein, c'est pas la fête, c'est compliqué. Du vent de face très fort ce jour-là, vraiment très très fort. Et en fait, on se tape les 80 premiers kilomètres de merde, mais vraiment compliqué avec un vent défavorable. Et en fait, on arrive à un croisement où je vois marqué Sierra Vista sur la gauche. En fait, c'est tout simplement bah, la route principale, on va dire. Et puis, bah, moi, Komoot, il me fait prendre en face des petites routes, mais des routes super sympas. Moi, je calcule pas parce que ben, c'est pas la première fois que Komoot me fait pas prendre la route principale. Et il fait toujours pour être sur la route la plus adaptée au vélo, la plus tranquille aussi, la moins fréquentée. Donc, ben, une fois de plus, je fais confiance. Et puis, ben, je roule 50 bornes. Alors, on croise énormément tout ce qui est Arizona.
comment ça s'appelle, Nouveau-Mexique, Texas et tout, on croisait énormément de police en pick-up, tout simplement, hein, qui sont en train de surveiller la frontière mexicaine, hein. Et j'en croise énormément au bord de la route ce jour-là et qui te disent bonjour, comme d'hab, qui te font un signe, etc., etc. Et en fait, au bout de 50 bornes, donc c'est-à-dire que j'avais déjà 130 bornes, on était à 20 km de Sierra Vista, donc de la fin de journée, de mon warm shower, on était à 20 km. Et en fait, j'arrive à une barrière avec une belle cabane, enfin des caméras, voilà. C'est pas un truc abandonné, tu vois, c'est pas une barrière, c'est une barrière automatique et tout, donc bon, bref. Et bah, je lis tout simplement, voilà, camp militaire, interdiction d'entrée, bah, sous peine d'arrestation. Voilà, hein, tu connais le truc, pas plus, pas moins. Sauf que là, moi, je dis à mon pote, écoute, Henri, là, c'est très simple. C'est soit on se retape les 50 bornes qu'on vient de faire et on dort au croisement qu'on avait vu. Parce qu'en fait, clairement, si on faisait le demi-tour, ben, il y avait 50 bornes pour aller au croisement et 50 bornes pour aller au bled. Donc nous, on avait déjà 140 bornes. Voilà. Moi, j'aurais pu le faire, mais j'avais pas envie. Ce jour-là, j'étais cuit. Et mon collègue, c'était sûr que non. Donc moi, j'ai dit, écoute, je prends le risque. J'ai dit, je mets ma main coupée que dans moins de 2 minutes, on va se faire arrêter. Je mets vraiment ma main coupée. Et en fait, on prend le risque. Donc on passe en dessous de la barrière. C'était une barrière qui se levait tout simplement, hein. Donc on passe et en fait, c'est quoi, 45 secondes après, je vois au loin. Sérieux? Ouais, tu sais, le truc comme dans les films, tu sais, tu vois la fumée, tu sais, des pistes un peu, tu sais, des voitures qui roulent et tu vois, tu vois la fumée derrière. Et ça faisait 45 secondes que j'avais passé la barrière. Et en fait, je soupçonne qu'ils nous avaient du coup vu aux caméras et qu'ils avaient déjà, tu vois, pris la route, tu vois. Et donc je dis à mon pote, donc lui il parle pas un mot d'anglais, donc je lui dis surtout, je dis oh Henri, je dis tu restes tranquille, je dis t'as vu ici ça rigole pas, tu vois, il t'arrête pour un oui et un non, il faut respecter, on n'est pas chez nous, on fait une connerie parce qu'on passe sur une zone où on n'a pas le droit, donc j'ai dit reste tranquille et gentiment ferme ta gueule quoi, voilà. Et donc on se fait arrêter, donc voilà, moi je mets mon cargo sur béquille. Le mec, enfin 2 voitures, 2 mecs. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Bon ben bonjour monsieur, tu restes bien poli, courtois. Mais écoutez, voilà, j'explique la situation, j'explique cette histoire de GPS, de map qu'on m'a amené là, qu'on m'a jamais dit que voilà c'était un terrain militaire avant. Et même en fait, avant d'arriver à cette barrière, il n'y a pas de, tu vois, tu arrives vraiment sur un cul-de-sac. Il n'y a pas de panneau en disant ouais, attention, vous allez rentrer dans tant de miles sur un terrain militaire. Tu vois, il y a rien. Et même les policiers avant qui étaient dans leur pick-up, ils auraient pu m'arrêter en disant voilà, faites gaffe parce que vous allez aller là-bas. Et puis non, tu vois, on m'a jamais arrêté. Donc j'explique exactement tout ça. Et bon, le mec, voilà, il entend, il y a pas de souci. Une troisième voiture arrive. Donc voilà, bon, ça fait 3 voitures, 4-5 mecs. Ok, bon, sortez vos papiers. Bon, bah moi, je sors mon passeport, pas de problème, machin et tout. Le mec fait ses vérifs et tout. Et entre-temps, en fait, Henri trouve pas son passeport. Et je le voyais, il était paniqué. Tu vois, il balisait un petit peu, hein, tu vois, il était pas serein. Et je dis, sors ton passeport. Je dis, donne et tout. Ils font les contrôles et machin. Il me dit, je le trouve pas et tout. On vide, je dis, pose le vélo, vide toutes les sacoches par terre. Je dis, tu vides tout. Je dis, c'est là, comme ça, tu sais, il était stressé. Il était peut-être passé à côté. C'était peut-être machin et tout. Il s'était peut-être faufilé quelque part. Je sais pas. Et en fait, bah non, tout simplement, il avait oublié son pantalon dans le warm shower la veille à Tucson. Non. Et avec son passeport dedans, donc moi j'ai appelé vite fait pour que le gars contrôle et effectivement il avait le passeport. Donc on se retrouve là, je lui dis là on est dans la merde. Enfin, du moins toi, moi j'ai mes papiers, ça va, mais je dis toi, ça peut vite partir pas en cacahuète, mais tu peux aller en prison quoi.
tu peux aller faire un petit tour parce que ça rigole pas, mine de rien, aux États-Unis. Ouais. Et bon, tant bien que mal, il avait gardé heureusement la photocopie de son passeport quand on avait embarqué pour Los Angeles. Donc, on a réussi à donner ça. Ils ont réussi à faire les vérifs, mais ils ont été super sympas parce que tu donnes un papier avec une photocopie, tu vois. Oh, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est clair. Tu peux falsifier, tu peux machin. Et en fait, ils sont contentés de ça, tu vois. J'ai expliqué la situation et tout, donc ils étaient super compréhensibles. De là, une 6e voiture qui arrive, le shérif. Donc voilà. Donc là, le gars m'explique tout simplement. Bon, lui, il était au courant de tout, tu sais, il se parle dans les radios, machin et tout. Donc lui, il était au courant de tout. Et il me dit, écoute, c'est une petite bêtise, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, il n'y a pas de souci. Je vous explique comment ça va se passer. On va charger vos vélos dans les pick-up. Vous allez nous donner vos papiers, vos téléphones, des caméras s'il y en a. Si vous avez des armes, si vous avez des couteaux, si vous avez de la drogue, si vous avez de l'alcool, voilà, vous allez nous donner tout ça. On va vous faire une palpation. Donc c'est pas la palpation qu'on te fait en France, hein, c'est une vraie palpation. Presque on te déshabille au bord de la route, hein, voilà. On va vous emmener dans les véhicules, on va aller au poste, au poste militaire. Je me retrouve menotté. Donc, Quand même, ouais. Ouais. Mais alors, en fait, avant qu'il me note, donc moi, il m'explique tout ça en anglais. Et je dis oui, il n'y a pas de souci. Ok, c'est tout bon, il n'y a pas de problème, on comprend, il n'y a pas de souci. Et là, il me dit, ouais, fais la traduction à ton pote. Donc là, j'explique tout à Henri. Et en fait, hein, j'avais gardé le fait qu'on allait se faire menotter pour la fin. Parce que je le voyais, il était vraiment pas bien. Et en fait, quand je lui ai dit, ils vont nous menotter pour le trajet, oh, je l'ai vu se décomposer. Mais tu sais, presque il était là à dire ouais, mais non, mais je lui dis, tu fermes ta gueule. Mais en fait, je lui ai vraiment dit comme ça parce que je lui dis oh, t'as pas tes papiers, on fait des conneries, oh, on n'est pas en France ici. Je lui dis tu sais ici en France, mais clairement, hein, en France, t'insultes un agent, un policier, un gendarme, le mec te dit rien en face. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, le mec, je lui dis va te faire foutre, ferme ta gueule. Tu finis par terre, tu manges le sable et tu passes 3 jours en prison. Hein. Si tu t'es pas pris une balle avant. Non, mais enfin, toi qui as vécu au Texas, moi j'ai eu des anecdotes, des gens qui ont grillé des feux rouges, faire 2 jours de prison. Ouais. Tu vois, et c'est pas des conneries. Et c'est pas des conneries. Donc voilà, je lui dis, ne dis rien. Ils nous mettent les menottes. C'est voilà, le shérif, il a dit que ça allait aller. Il y a rien de grave. En fait, ils suivent juste la procédure. C'est que toutes les procédures, quand il y a une arrestation, que tu finis à l'arrière d'un véhicule, on te met les menottes pour le trajet. Point. Il n'y a pas de parce que c'est nous, parce qu'on est français, ou pour X conneries, ou parce que tu as grillé un feu rouge. C'est pour tout trajet aux États-Unis, et ça, tu peux le taper sur Internet, tu le googles, il te dira ça. Pour tout trajet à l'arrière d'une voiture de police, t'es menotté. Voilà. Donc, ils nous ont amenés au poste de police, mais l'ambiance, elle était détente. Tu vois, moi, j'ai même demandé qu'on me prenne en photo. Bon, il a pas voulu. Moi, j'ai demandé parce que je voulais pas perdre une miette de ce moment, tu vois. Alors, j'ai réussi à voler 2-3 photos, tu vois, que j'avais postées et tout à la volée. Alors, et que j'ai réussi à poster, en fait. Mais avant qu'ils nous demandent le téléphone, et en fait, j'ai dit, par contre, là, je suis dans la merde parce que s'ils nous demandent un peu, parce que t'as vu, en ce moment, ils sont vachement sur les réseaux sociaux et tout. Ouais. Et j'ai dit, oh, s'ils me demandent d'ouvrir le Insta, j'avais déjà tout posté sur Insta et tout. J'ai dit, oh, s'ils me demandent d'ouvrir l'Insta et tout, je suis mort. Non, il va me demander de supprimer, tu vois. Et au final, non, tu vois, mais j'avais tout posté, un peu des photos à la volée que j'avais pris comme ça et tout de l'arrestation. Mais quand je lui ai demandé, tu vois, de me prendre en photo avec les menottes, il a pas voulu. Okay. Et je comprends, il n'y a pas de problème. Et tu vois, on est allé au poste, donc là-bas, Henri, lui, s'est fait auditionner par un mec qui parlait espagnol. Lui, il parlait espagnol, donc c'était nickel. Et au final, tu vois, on devait prendre nos empreintes. Ils les ont pas pris. Et puis voilà. Et puis ça s'est fini par, ils nous ont sortis du camp. Tu vois, ils nous ont quand même sortis du camp vraiment militaire. Et ça s'est fini sur une bonne poignée de main et une magnifique, pour moi, vraiment une magnifique expérience parce que c'est un truc. Ça m'est jamais arrivé en France d'être menotté et de me retrouver à l'arrière d'une voiture de police. Et là, je pourrais dire, moi, je me suis fait arrêter aux US sur un terrain militaire et je me suis retrouvé menotté à l'arrière d'une bagnole et on allait prendre les empreintes. Et ça, c'est un truc, mais jamais j'aurais pensé que ça allait m'arriver, tu vois. Et pour moi, c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai eu, ouais.
C'est le facteur vélo, tu penses, qui a Ouais. fait qu'au final, ils étaient assez sympas quand même? Bien sûr, bien sûr. Et dans plein de cas, même hors police, le facteur vélo, le fait que tu voyages à vélo, les gens sont cool. Ouais. Et ils viennent, alors déjà qu'ils sont curieux et tout, mais là, le facteur vélo, tu vois, il est pareil une fois de plus, hein, je me retrouve enfin, dans le désert de 29 Palms, voilà, cette fameuse ligne droite de 215 bornes. Alors Henry avait eu un problème mécanique ce jour-là, donc il a pas fait les 120 derniers kilomètres. Il est monté dans un pick-up et il a rejoint la ville de Parker en Arizona. Donc moi j'ai fait cette étape-là, du coup la plus longue étape du voyage. Henry m'a dit mais non mais monte dans le pick-up avec moi et tout. Et je lui dis Henry non. Je lui dis de 1. Alors c'est pas la question de tricher ou pas parce que je m'en fous, je dois rien à personne. Si je dois faire de la bagnole, je fais de la bagnole. Mais là je suis dans un élément que je kiffe. C'est-à-dire 215 bornes de ligne droite avec personne, avec, tu vois, pas de moyen de se restaurer, avec rien du tout. Je lui dis là, je suis dans vraiment ce que j'affectionne. Et ce jour-là, j'ai peut-être eu une dizaine de voitures qui se sont arrêtées pour me donner de l'eau fraîche. Et ça, mais en France, tu l'as pas. Ça existe pas, ça, tu vois. Ça existe pas. En Europe, tu l'as, mais en France, ça existe pas. En France, les gens, c'est vachement individualiste, tu vois, et vachement égoïste. Et ça, tu vois, ce côté-là que j'ai trouvé là-bas, j'ai adoré. Ouais, je comprends. J'avoue qu'il y a rien de pire. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé très souvent, mais les quelques fois où j'ai eu des galères sur la route, tu vois, autour d'Aix, là, dans les gorges de Riance ou quoi, Ah bah, je suis mais tu te tombé. démerdes. Ah bah exactement. Mais tu te Tu vois, démerdes. je suis Mais tu te tombé, je me suis démerdes. ouvert le coude, j'ai pété une roue, j'étais comme un con Ouais. avec mon vélo dans les gorges à le port, parce qu'en plus il y avait pas de réseau, tu vois, donc il fallait que je le Ouais, porte bah pour ouais. des gens qui passent à côté de toi à vélo, en voiture, personne s'arrête. Mais, Et tu dis, ah ouais, ok. et tu vois, pour revenir à cette fameuse journée, où, du coup, Henri a un gros problème mécanique et tout. Donc là, je lui dis, tu sais quoi, solution, on arrête un pick-up, il te charge. Je lui dis, c'est très simple. Il y a qu'une route. Le mec qui va nous passer devant, il va forcément à Parker, à la ville de Parker. Parce que c'était la prochaine ville. Il y a rien avant. Il y a vraiment, quand je dis il y a vraiment rien, il y a rien. Et on s'est arrêté, sans mentir. On a attendu 30 secondes. Et un pick-up s'est arrêté. Ah ouais. 30 secondes. Le mec, je lui explique la situation. Je lui dis, écoute, j'ai mon pote, il est en galère. On peut pas réparer. On doit dormir sur Parker ce soir. Il faut que tu l'emmènes, qu'il puisse réparer, machin. Ouais, c'est bon, vas-y, pas de souci. Charge à l'arrière et il monte. Voilà, terminé. Et en 30 secondes, j'ai arrêté une voiture. 1 minute 30, le vélo était chargé. Ils étaient partis. Voilà. Il y a pas de blabla, pas de machin. Et ça, tu vois, juste pour ça, moi, la gentillesse et le respect des gens, tu vois, ça me fait que j'y retournerai obligatoirement. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai eu une invitée, Émilie Poudrou, qui a traversé l'Afrique à vélo plusieurs fois en solo. Ouais. Et du coup, bon, je la suis aussi sur les réseaux. Et on avait un peu parlé de ça en off, tu vois, parce que je lui disais, mais enfin, elle est passée par des coins, tu vois, elle a traversé la Mauritanie, le Sahara, enfin des trucs. Ouais, bien sûr. Et donc elle se débrouille, tu vois, en bivouac, tente et tout. Mais elle me disait qu'en fait, les gens sont hyper accueillants et qu'en fait, c'est plus facile de faire du bikepacking en Afrique qu'en Europe. Mais te faire accueillir en Europe chez quelqu'un que tu connais pas, c'est mort. C'est chaud, quoi. Mais c'est mort. Voilà, là, une fois de plus, il y a eu 2 soirs. On était à une station-service. Le mec nous a dit, venez à la maison. Voilà, clairement. Parce que le mec, il dit, ouais, ce soir, machin. Bah, je dis, on va trouver un bivouac, machin. Non, allez, venez à la maison et tout. Le mec, tu le connais pas, ça fait 2 minutes, il te parle. Ouais, vous venez à la maison. Et accueilli comme des rois. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que les mecs, ils t'accueillent vraiment. T'es leur invité. T'es vraiment leur invité. Et quand je disais là l'histoire des warm showers, la plupart nous emmenaient au resto. Il n'y a pas eu une seule fois où ils ont voulu qu'on paye. Tu vois, arriver l'addition, hop, on divise ou on machin. Ou tu vois, des fois quand on était le gars il était tout seul et tout, on était 2. Le mec nous invitait, on disait non, soir on t'invite nous. Voilà, tu nous accueilles, on peut faire ça. Ah non. Tu vois, c'était vraiment, ils forçaient pour nous inviter. Donc ouais, c'est incroyable. En France, en Europe, c'est niette. C'est niette. Ouais, mais je t'avoue que quand j'entends des histoires comme ça me fait réfléchir aussi à, tu vois, moi, est-ce que je pense, je vois, enfin, c'est même sûr, tu vois, je vois quelqu'un en galère avec son vélo, le cou des ventres, enfin, complètement déchiré, je m'arrête, tu vois. Mais j'avoue que peut-être que si quelqu'un arrive, que je connais pas dans la rue comme ça, et dit, je cherche quelque part où dormir ou quoi, peut-être que je serais pas non plus dans la spontanéité à me dire, ouais, vas-y, bien sûr, tout de suite en 2 secondes, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je sais pas d'où ça vient en vrai. Et,
Ouais, mais bon, après, ça n'a rien à voir. Là, il y a, juste avant de partir aux États-Unis, Steven Le Yarrick avait Ouais. ses courses le Gravelman. Et en fait, cette course-là, c'était le Gravelman Marseille, passe devant chez moi. Voilà, Ok. elle passe devant chez moi. Et en fait, ce jour-là, il se tape un froid de fou dehors. Mais vraiment, je te dis du froid. Ils annonçaient de la pluie toute la nuit et tout. Et j'envoie un message à Steven. Je dis, Steven, je sais qu'il y a toujours le groupe WhatsApp et tout. Je dis, balance mon numéro. Je suis kilomètre 230, Ville-sur-Ozon. Je suis en face de la boulangerie. Et les premiers sont arrivés vers 17h. Et moi, je regardais un peu défiler. Et je dis, moi, la boulangerie, à 18h, elle ferme. Je dis, donc après, il n'y a plus rien. Et plus rien, à 18h, quand tu passes Ville-sur-Ozon, derrière, ils montaient au Chalet Reynard, ils redescendaient à Sceaux, ils partaient après direction le Verdon. Enfin, il y a plus rien, hein. En plein mois de décembre, à 18-19h, c'est fini. Ouais, Derrière, c'est ouais. que des petits villages. Il y a plus rien. Et en fait, je lui ai dit, mets mon numéro. Et s'il y a des galères, voilà, si quelqu'un est en galère, il y a froid, il y a machin, il y a besoin de manger, déjà, tu vois, ne serait-ce être qu'au chaud, tu vois. Et ben tu vois, j'ai sauvé deux mecs. J'ai sauvé deux mecs. Un Ah mec, ouais. il était rincé complet et il était gelé comme pas possible. Et c'est sa copine qui est venue le chercher. Et puis un autre gars, je dormais en plein milieu de la nuit, le téléphone qui sonne et tout. Et le gars, il était devant chez moi en fait. C'était 2 heures du mat. Et le mec, il me dit, oh, tu sais que tu me sauves la vie. Et il me fait, de un, tu me sauves la vie. Et de deux, je suis un grand fan en plus, tu vois. Et il me Ah ouais. dit, j'ai dit, écoute, tu fais une pierre de coups, c'est top. Et ce gars-là, tu vois, il est venu, il a passé, et du coup, 2 heures du mat. Je lui ai fait un plat de pâtes. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu gères les pâtes, tu te débrouilles. Je dis, moi, je vais me coucher. T'as la salle de bain qui est là, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, on se voit demain matin. Et puis voilà, c'est trop cool. On a passé des bons moments. Mais ouais, après, tu vois, bon, moi, j'ai quand même beaucoup voyagé et c'est vrai que la plupart des gens, ils t'accueillent quand même. Ouais. Mais moi, je reste bloqué sur la France, qu'on est des cons. Enfin, il y a beaucoup de cons, tu vois. Il y a beaucoup de, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. J'ai pas roulé à l'étranger comme toi. Enfin, si, oui, en Suisse, mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est l'étranger, euh, mais ouais, moi je fais un peu un blocage sur, tu vois, ce rapport au cyclisme sur la route et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Je sais que toi, t'as déjà eu. Enfin, je me rappelle que t'avais déjà posté t'avais déjà partagé des accrochages que t'avais eu avec des Ah mecs ouais, ouais, qui te frôlent ou ouais, quoi. ouais, ouais, Moi, ça ouais, me rend ouais. fou, tu vois. Je me dis, Ouais, putain, moi mais j'ai eu pour. des. Et tu vois, je vais encore te raconter un truc, mais là, moi j'avais eu, tu vois, juste derrière les gorges de la Nesque, oh, on est en plein hiver, il y a personne, hein, tu vois, il y a personne ici chez moi, là, il y a pas de touristes, tu croises personne sur la route. Oh, il y a une voiture qui te double, l'autre, elle a tout l'espace pour doubler, le mec te frôle. Ouais, voilà, ouais. Mais Ça me rend fou, ça. moi, le problème, c'est que moi, un truc comme ça, t'as fait une connerie avant, le mec, t'as fait une queue de poisson, tu vois. Je sais pas si le gars, tu l'as passé à un feu rouge, un stop, que t'as grillé et tout, que le gars, allez, se rapproche un peu de toi pour que tu comprennes que t'as fait une connerie, je l'accepte. Sauf que là, moi, ça fait quelques années maintenant que je roule, je fais quand même de moins en moins de conneries, du moins, j'essaye de pas en faire. Et là, ce jour-là, ce mec-là me frôle alors qu'il n'y a pas de raison. Sauf que le problème, je le rechoppe à saut. 800 mètres après et tout, le mec il était arrêté, machin, je sais plus ce qu'il faisait. Je suis passé à côté et en fait le mec il m'engueule et tout. Je lui dis mais mec tu vas vite redescendre et le mec sort de la voiture. Mais moi je lui ai cassé le rétro et là du coup on a pu commencer à parler. Ah ouais mais pourquoi mais... et pourquoi? J'ai dit moi je suis sur la route, je risque ma vie, tu me frôles, j'ai rien fait de mal. J'ai dit voilà, j'ai dit là bizarrement maintenant tu veux parler. J'ai dit ben non maintenant moi je vais partir. Et je suis parti. Et voilà. Et il est resté con avec son rétro cassé. Mais peut-être Ouais. que ce gars-là, bon, j'avais pas à faire ça, mais peut-être que maintenant ce gars-là, il passe les vélos et il se dit, ah, je vais prendre un peu plus d'écart ou voilà. Ouais, ouais. Et tu vois là, le dernier jour à Miami, j'étais en train de me balader avec mon vélo cargo, donc du coup vide. Je me balade à 15 à l'heure, je visite, je fais le touriste, je suis sur la route, je suis sur ma voie, il y a une voie à côté de moi à gauche pour aller tout droit et moi je tournais à droite. Et ben il y avait une voiture qui était juste à ma gauche et en fait, je sais pas si elle m'avait vu ou pas, mais en fait elle a déboîté, mais vraiment pour venir sur ma voie à droite. Et en fait, moi je vais à son niveau, je toque et tout, et en fait derrière j'avais pas vu, mais il y avait un gendarme, enfin la police qui était là. C'est quoi? J'ai même pas eu le temps de me mettre à son niveau. Le mec, il nous a arrêtés les deux. Tu vois, Ah ouais. clairement, hein. Et pour te dire à quel point là-bas ça rigole pas,
c'est que moi, le policier a tout vu, tout est filmé en permanence. Ils ont 12 000 caméras sur les voitures là-bas. Le mec, il m'a dit, c'est bon, tu peux partir, je vais m'occuper d'elle. Et je pense que, voilà, pas de clignotant, couper la voie. Moi qui étais là, le cycliste, tu vois, je pense qu'elle a dû prendre quelque chose, une amende, un avertissement, ou voilà, elle a dû, voilà. Mais ouais, tout est différent là-bas. Ouais. Ouais, on pourrait faire un épisode entier sur ça, mais bon, les incivilités et compagnie. Mais bon, en tout cas, c'était méga intéressant que tu nous partages ce défi, franchement, assez hallucinant. Ouais. Et puis 2, je trouve que dans le contexte actuel, c'est aussi intéressant d'avoir un retour comme le tien, tu vois, où tu as fait que des belles rencontres, tu t'es senti bien du début à la fin, sentiment de sécurité. Enfin voilà, je pense que ça fait du bien d'entendre ce son de cloche aussi un petit peu. Non pas que j'ai un biais avec les États-Unis, tu vois. Enfin, ouais. Je vais qu'aux États-Unis aussi, mais bon, voilà. Je pense que ça fait du bien quand même. Donc franchement, un immense merci Benoît, c'était méga intéressant, un plaisir de t'avoir à nouveau. J'espère qu'on n'attendra pas 4 ans de plus ou 5 ans de plus pour le troisième. Non. Ouais, est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer en guise de conclusion peut-être ? Ouais, déjà merci à toi pour ce petit épisode, enfin petit, on est déjà 1h45, mais Yes. et encore encore beaucoup de choses à dire, mais c'est clair, c'est pas possible. Non, je peux faire passer un petit message, c'est qu'en fait il faut, alors à petite échelle ou à grande échelle comme je l'ai fait, il faut pas avoir peur de partir au final. Il y a beaucoup de choses à voir, je pense, dans le monde. Il y a énormément de choses à faire. Alors, bien sûr, voilà, moi, je suis parti aux États-Unis, mais on peut très bien partir. Voilà, moi, comme plein de fois, je suis parti de chez moi, de ma maison, pour partir voyager. Ça se fait aussi énormément. Et voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi ça donne envie, le bikepacking. On appelle ça bikepacking. Moi, j'appelle plus ça le voyage à vélo, en fait. Le bikepacking pour moi c'est un peu plus léger sur un vélo voilà vraiment léger avec que des petites sacoches et tout. Là je suis parti sur un voyage pour moi. Faut pas avoir peur de partir et de tester ça autour de chez soi, de partir même 3-4 jours déjà pour commencer, pour se rendre compte un peu, pour se faire une petite expérience, pour la config du vélo, parce que voilà, avant de partir sur un gros voyage comme ça, moi j'ai baroudé, j'ai fait pas mal de petits voyages, j'ai fait pas mal de 3-4 jours, de 1 à 2 semaines, voilà, j'ai fait mon expérience et puis voilà, ça m'a permis là de partir aux États-Unis, puis de faire un sans faute clairement. Voilà, n'ayez pas peur et puis osez en fait, il faut oser tout simplement. J'adore ce message. Écoute, j'espère que ça incitera au moins quelques auditeurs auditrices à faire le premier pas. Puis comme tu dis, je pense que c'est clairement les témoignages, ce que montrent tous les témoignages sur le podcast, c'est que voilà, chacun son aventure. Toi, comme tu as dit, c'était les US. Mais il y en a eu plein d'autres avant et on peut tout à fait vivre une belle aventure au départ de chez soi. Carrément. Donc, en tout cas, un immense merci Benoît, super inspirant comme la première fois, comme toujours. Tous les liens, s'il y a des gens qui veulent suivre Benoît sur les réseaux, tous les liens sont en description. Et puis écoute, d'ici le prochain épisode, je te souhaite de belles aventures. Allez, ça va. Écoute, moi, au plaisir de te croiser parce que on est à côté, donc c'est clair. Voilà, va falloir qu'on aille boire un petit coup ensemble. Carrément. Et puis voilà. Avec grand plaisir. Yes. Merci Benoît. À une prochaine. Merci à toi. Ciao. Salut.